Votre honneur, aidez-moi. Vous devez arrêter mon beau-père immédiatement, dit une petite fille terrifiée avec une vidéo dans les mains. Le juge, après avoir vu les images présentées par la fillette, resta figé devant ce qu'il venait de voir. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Le silence dans la salle d'audience était aussi dense que le brouillard d'un matin froid. Margaret Thompson, assise au premier rang, observait son fils Ryan, ses yeux embués par des larmes retenues, tandis que ses doigts tordaient un mouchoir blanc humide. Son regard passait anxieusement, tour à tour, du visage blême de son fils aux expressions sévères des jurés. Le costume bleu marine que Ryan avait soigneusement choisi pour le procès semblait désormais peser une tonne sur ses épaules tendues, et les menottes à ses poignets reflétaient les lumières fluorescentes de la salle, rappel cruel et constant de sa situation. À ses côtés, Sarah Wells, son avocate, adoptait une posture ferme, mais la tension dans sa mâchoire trahissait son inquiétude quant à la tournure que le procès s'apprêtait à prendre. Le procureur James Morrison se leva avec la confiance de celui qui, au cours de sa carrière, avait déjà condamné des centaines de criminels. Son costume gris impeccable et sa posture autoritaire dégageaient une présence telle que plusieurs jurés se remuaient dans leur siège, suspendus à chacun de ses mots. « Mesdames et messieurs les jurés », résonna sa voix grave dans la salle, « ce que nous avons devant nous aujourd'hui n'est pas une affaire de doute ou de simples circonstances, mais un meurtre prémédité, perpétré avec une brutalité qui choque même les enquêteurs les plus aguerris. » Morrison fit une pause stratégique, balayant du regard chacun des visages du jury, établissant un lien silencieux avant de poursuivre d'un pas mesuré. Il s'approcha de l'écran de projection installé dans la salle d'audience. « Les preuves que nous allons vous présenter aujourd'hui sont irréfutables, » déclara-t-il alors que des images de la scène du crime commençaient à apparaître. La première photographie montrait l'appartement du professeur Thomas quand dans un désordre complet, meubles renversés, taches sombres sur le tapis beige, effets personnels éparpillés tels des confettis macabres issus d'une célébration mortelle. Margaret, que l'on appelait affectueusement Maggie, étouffa un sanglot, tandis que Ryan ferma les yeux un instant, la mâchoire crispée dans l'effort de conserver son calme. 3 jurés détournèrent instinctivement le regard, tandis que d'autres se penchaient en avant pour absorber chaque détail macabre de la scène. L'ADN de l'accusé avait été retrouvé partout dans l'appartement de la victime. Morrison poursuivit, sa voix gagnant en intensité, « Nous avons retrouvé vos empreintes non seulement sur l'arme du crime, un ouvre-lettre appartenant à la victime lui-même, mais aussi sur divers objets disséminés dans l'appartement. » La caméra de sécurité de l'immeuble avait enregistré son entrée à 19h43, précisément dans la tranche horaire que les experts avaient déterminée pour le crime, et, plus crucial encore, Ryan Thompson disposait d'un mobile puissant pour vouloir la mort de Thomas Quinn. À cet instant, Sarah Wells se leva brusquement, sa voix ferme tranchant l'air telle une lame. « Objection, Monsieur le Président, l'accusation avance des allégations sans présenter les preuves adéquates pour les étayer. » Le juge Howard, un homme de 60 ans aux yeux perçants et aux rides profondes témoignant d'années de décisions difficiles, se pencha en avant dans son fauteuil, son regard sévère alternant entre l'avocate de la défense et le procureur, avant de déclarer « Objection non admise ». Le procureur Morrison rétorqua, mais restait dans les limites des preuves déjà recueillies. Sarah se rassit, échangeant un regard inquiet avec Ryan, tandis que Morrison esquissait un léger sourire satisfait avant de poursuivre son exposé accablant. Il se dirigea alors vers la table des preuves et saisit un sac plastique scellé renfermant un ouvre-lettre taché de sang, le métal autrefois étincelant arborant désormais une teinte sombre qui fit serrer Margaret Thompson sur son crucifix avec une telle force qu'il laissa des marques sur sa paume. Le procureur leva l'objet, laissant les lumières de la salle révéler chaque détail de l'arme du crime. Cet ouvre-lettre, mesdames et messieurs les jurés, a été trouvé à côté du corps du professeur Quinn. Sur celui-ci, nous avons découvert non seulement les empreintes de l'accusé, mais également des résidus cutanés sous la poignée, dont l'analyse ADN a prouvé qu'ils appartenaient à Ryan Thompson. À chaque mot du procureur, le cœur de Maggie semblait s'enfoncer toujours plus dans un gouffre de désespoir. La pièce à conviction suivante présentée fut encore plus dévastatrice. Morrison fit signe à son assistant, qui projeta une séquence d'images issues de la caméra de sécurité sur l'écran. « Veuillez observer la chronologie », résonna sa voix dans la salle, tandis qu'il indiquait les horodatages aux angles des images. 19h43, Ryan Thompson entre dans l'immeuble, 20h22, Ryan Thompson en sort précipitamment, son costume identique à celui qu'il portait à son entrée étant désormais visiblement en désordre. Sarah Wells griffonnait furieusement sur son bloc-notes juridique, mais Maggie, observant le léger tremblement de sa main,
remarqua que même l'avocate était ébranlée par la précision chronologique des preuves. Une experte médico-légale, le docteur Patricia Cohen, une femme d'âge moyen aux lunettes à monture métallique et à l'expression clinique, monta à la barre. Son témoignage fut méthodiquement accablant. Nous avons constaté 23 coups de poignard sur le corps de la victime. L'analyse du motif des blessures indique un agresseur droitier d'environ 1,83 m. L'accusé est lui-même droitier et mesure 1,85 m. Maggie observait les jurés absorber chaque mot. Une dame âgée secouait la tête en signe de désapprobation, un cadre en costume prenait des notes détaillées, et une jeune mère se mordait nerveusement la lèvre. Le sentiment de condamnation se lisait dans leurs yeux, et Maggie le ressentait comme une vague glaciale montant le long de sa colonne vertébrale. Le procureur Morrison reprit son exposé implacable en se concentrant sur le mobile du crime. Le professeur Quinn avait récemment participé à une réunion disciplinaire sur le campus où lui et l'accusé enseignaient. Des témoins confirmeront qu'après cette réunion, Ryan Thompson a été vu se disputant avec véhémence avec la victime dans le parking de la faculté. Maggie ferma les yeux en se remémorant ce jour où son fils était rentré chez lui, bouleversée mais refusant d'en parler. Maintenant, assise dans cette salle d'audience étouffante, elle aurait désespérément souhaité avoir insisté davantage, poser plus de questions, trouver un moyen d'empêcher que les choses n'en arrivent là. La dernière pièce à conviction présentée fut un courriel récupéré sur l'ordinateur de la victime, envoyé seulement 2 jours avant le meurtre. Morrison lut son contenu avec une intonation précise, chaque mot tombant comme un marteau sur les espoirs de Maggie. « Cher directeur, je vous fais part de ma profonde inquiétude concernant le comportement du professeur Thompson. Les événements récents me font croire qu'une enquête approfondie est nécessaire. » Le courriel n'a jamais été envoyé. Thomas Quinn fut assassiné avant qu'il ne puisse appuyer sur le bouton d'envoi. Maggie observa son fils, dont les yeux restaient fixés au loin, le visage masqué par une neutralité soigneusement feinte, mais elle le connaissait trop bien. Elle percevait la peur aux angles crispés de sa bouche, le léger tremblement de ses mains menottées posées sur la table. La salle d'audience sombra alors dans un silence sépulcral pendant que Morrison présentait ses considérations finales. Maggie Thompson ne respirait presque pas, les yeux rivés sur le dos large de son fils, ce même garçon qu'elle avait bercé tant de nuits, qu'elle avait vu grandir avec tant de fierté. Les paroles du procureur semblaient désormais lointaines, comme issues d'un autre monde, tandis qu'une terrible certitude s'emparait de son cœur. Son fils serait condamné, il n'existait aucun moyen d'échapper aux preuves minutieusement présentées, aux récits parfaitement construits, aux preuves apparemment irréfutables désignant Ryan comme coupable. Dans son esprit, des images douloureusement vivaces commencèrent à se former. Ryan en uniforme orange de prison, Ryan vieillissant derrière les barreaux, Ryan perdant les plus belles années de sa vie pour quelque chose qu'il n'avait pas commis. Ses mains, qui avaient longtemps serré ce mouchoir comme une encre à la réalité, tremblaient désormais d'une nervosité différente. Ce n'était plus la peur, c'était la détermination. En observant le visage crispé de son fils, elle revivait en un éclair tous les sacrifices qu'elle avait consentis en tant que mère célibataire. Les nuits sans sommeil, les 3 emplois successifs, les repas sautés pour qu'il puisse manger. Ce serait un sacrifice de plus, peut-être le dernier et le plus important de tous, pensa-t-elle. Le moment décisif arriva tel une vague de clarté absolue. Maggie se redressa sur sa chaise, sentant chaque muscle de son corps se tendre d'une détermination de fer. Ses mains cessaient de trembler et elle glissa le mouchoir dans son sac à main avec une sérénité qu'elle n'avait pas ressentie depuis des semaines. Dans son esprit, les détails de cette nuit fatidique, des détails qu'elle seule connaissait, s'ordonnaient en un récit clair et précis. Elle savait exactement ce qu'elle devait dire, comment le dire, et, plus important encore, elle savait qu'elle était la seule à pouvoir sauver son fils. Alors que Morrison poursuivait sa plaidoirie finale, Maggie Thompson fit la paix avec son destin. Demain, lorsque le tribunal se réunirait de nouveau, elle changerait tout, son fils vivrait, et cette pensée seule lui suffisait pour affronter ce qui allait suivre. Le lendemain, les lourdes portes du palais de justice s'ouvrirent d'un coup sec qui fit sursauter tous les occupants. Margaret Thompson déferla dans le bâtiment telle une force de la nature, ses pas résonnant sur le sol en marbre comme le tonnerre. L'huissier, pris de court, n'eut guère le temps de réagir avant qu'elle ne franchisse la barrière séparant la galerie du public de l'espace réservé. Ses cheveux gris, habituellement soigneusement coiffés, étaient en désordre, et ses yeux brûlaient d'une détermination farouche qui transformait complètement l'allure de cette enseignante retraitée. « Arrêtez cela immédiatement », lança-t-elle, sa voix claquant comme un fouet et éclipsant l'argumentation en cours du procureur Morrison. Le juge Howard fracassa aussitôt son marteau, le son résonnant dans la salle. « Madame Thompson, c'est un scandale.
retirez-vous immédiatement ou vous serez passible d'un outrage. Mais Maggie avança, ignorant les protestations et le tumulte naissant. Ryan, toujours menotté à sa chaise, regarda sa mère avec horreur et incrédulité, comme s'il ne reconnaissait pas la femme qu'il avait élevée. Sarah Wells se leva brusquement, renversant son dossier dans le processus, des pages de preuves méticuleusement organisées s'éparpillaient telles des feuilles emportées par le vent, sans que personne ne se hâte de les ramasser. 2 agents de sécurité s'avancèrent vers Maggie, mais quelque chose dans sa démarche les fit hésiter, une aura d'inévitabilité émanait de chacun de ses mouvements, comme si elle était une force de la nature à laquelle nul ne pouvait résister. Le chaos éclata dans la salle d'audience. Les jurés murmuraient entre eux, certains se penchant dans leur siège pour mieux observer la scène qui se déroulait, tandis que des photographes couvraient le procès en prenant frénétiquement des clichés, capturant chaque seconde surréaliste. Morrison, reprenant contenance après le choc initial, fit un pas vers le juge. « Monsieur le Président, je demande une suspension pour… » Mais Maggie l'interrompit de nouveau, sa voix portant désormais une autorité qui fit taire toute la salle. « Il n'y aura pas de suspension », déclara-t-elle en se plaçant au centre de la salle d'audience, ses mains tremblant légèrement tandis que sa voix demeurait d'une fermeté d'acier. « Je ne peux pas permettre que cette mascarade se poursuive une minute de plus. » Ryan tenta de se lever, mais l'agent à ses côtés le maintint fermement assis en posant une main autoritaire sur son épaule. « Maman, non !» commença-t-il, mais ses mots s'étranglèrent dans sa gorge lorsqu'il vit l'expression de sa mère. Le juge Howard, fort de 50 ans d'expérience sur le banc, n'avait jamais été témoin d'une telle scène. Ses yeux habituellement sévères exprimaient désormais un mélange d'irritation et de curiosité. Il leva de nouveau son marteau, mais quelque chose dans la posture de Maggie le fit hésiter. Elle se tenait, droite et fière, au centre même de la salle, telle une actrice montant sur scène pour sa performance finale. « Madame Thompson », intervint le juge d'une voix mêlant autorité et prudence, « c'est votre dernière chance de vous retirer avant que je ne sois contraint de prendre des mesures drastiques. » Maggie releva le menton, ses yeux rencontrant ceux du juge avec une intensité qui fit se tortiller l'homme dans son siège. Le silence qui s'ensuivit fut aussi lourd que du plomb, brisé uniquement par le lointain hurlement des sirènes à l'extérieur et le discret cliquetis des obturateurs d'appareils photo. Toute la salle retint son souffle, attendant le prochain acte de ce drame inattendu qui se déroulait devant leurs yeux. « J'ai tué Thomas Quinn », annonça Maggie Thompson, ses mots tombant tels des pierres dans une mare immobile et envoyant des ondes de choc à travers la salle. Ryan pâlit instantanément, les menottes tintant tandis que ses mains se mirent à trembler. Le juge Howard se pencha en avant dans son fauteuil, le front plissé d'une stupéfaction totale. Dans la cabine des jurés, 12 visages exprimaient divers degrés d'étonnement de bouche béante à des yeux écarquillés d'incrédulité. Cela se produisit exactement comme l'avait décrit le procureur. Maggie poursuivit, sa voix gagnant en force, comme si chaque mot la libérait d'un fardeau immense. « Mais ce n'est pas Ryan qui est entré dans cet appartement à 19h43, c'était moi. Je portais le manteau et le chapeau de mon fils, emprunté à son placard ce matin-là. » Sarah Wells laissa échapper une exclamation étouffée, ses mains s'agrippant au bord de la table de la défense au point de blanchir ses jointures. Morrison, pour sa part, resta immobile telle une statue, le visage marqué par la confusion et le scepticisme. Maggie se mit à arpenter lentement le sol de la salle, ses talons résonnant dans ce silence funèbre. « J'ai découvert que Thomas Quinn envisageait de détruire la carrière de mon fils. Il avait constitué un dossier avec de fausses allégations de harcèlement, des documents fabriqués, des témoignages manipulés. » Sa voix vacilla légèrement, mais elle continua, regardant droit dans les yeux des jurés. « Je l'ai confronté à son appartement. Je lui ai montré que je possédais la preuve de ses manipulations, et je l'ai menacé de révéler sa conduite inappropriée avec des étudiants. Il a ri aux éclats en me disant que personne ne me croirait. » Un son étriqué, mi-sanglot mi-protestation, s'échappa de Ryan. « Maman, non, s'il te plaît, mais… » Maggie poursuivit, comme si chaque mot était une pièce essentielle d'un puzzle à reconstituer. « Quinn était furieux lorsqu'il s'est rendu compte que j'avais en ma possession des copies de ses courriels compromettants. Il a tenté de m'empêcher de partir, il y eut une lutte. J'ai fermé les yeux un instant, revivant la scène. L'ouvre-lettre était posé sur la table lorsque, dans un élan, il s'est jeté pour m'attraper. J'ai réagi sur le coup. » Une jurée plus âgée porta la main à sa poitrine, les yeux embués. Un autre juré secoua lentement la tête, comme s'il tentait d'assimiler chaque mot. Le procureur Morrison finit par avancer d'un pas et déclara : « Monsieur le Président, il s'agit clairement d'une tentative désespérée d'une mère pour sauver son fils. Aucune preuve ne vient corroborer cette histoire fantaisiste. »
Maggie se tourna alors vers lui, avec une étonnante sérénité. Les gants de jardinage que je portais cette nuit-là se trouvent encore au fond de ma serre, tachés de sang. Le manteau de Ryan que j'ai enfilé est dissimulé dans une boîte au grenier, avec le chapeau. Et si vous consultez les caméras du campus ce jour-là, vous verrez que Ryan donnait son cours au moment précis du crime. Des dizaines d'étudiants peuvent en attester. Sa voix ne tremblait plus, chaque mot portait le poids d'une vérité indéniable. Le juge Howard se ressaisit de son premier choc, sa voix tonitruante résonnant dans la salle. « Madame Thompson, êtes-vous consciente que vous venez de confesser un homicide devant la cour ?» Maggie hocha tristement la tête, un sourire mélancolique se dessinant sur ses lèvres. « Oui, Monsieur le Président, et je peux prouver chacun de mes mots. » Ryan parvint enfin à se lever, ignorant les protestations de l'agent à ses côtés. « Maman, tu ne peux pas faire ça. Je ne te laisserai pas faire. » Les larmes inondèrent son visage, sa voix épaisse d'émotion. Sarah Wells tenta simultanément d'apaiser son client tout en essayant de comprendre les implications dévastatrices de cette nouvelle révélation. « Je peux décrire chaque instant de cette nuit, » reprit Maggie d'une voix désormais plus douce, presque lointaine, comme si elle revivait chaque détail, le bruit du verre se brisant lorsque nous renversâmes la table basse, la manière dont la lumière de la lampe vacillait, faisant danser les ombres sur les murs, l'odeur du café renversé mêlée au sang. Elle s'arrêta un instant, cherchant le regard de son fils. « J'ai fait ce que toute mère ferait pour protéger son enfant, et je le referai sans hésiter. » La salle d'audience était plongée dans un silence absolu, chacun absorbant le poids de cette confession inattendue. Les photographes avaient cessé de prendre des clichés, comme s'ils redoutaient de rompre l'attention du moment par le bruit de leurs appareils. Morrison feuilletait frénétiquement ses notes, cherchant quelque chose qui pourrait contredire cette nouvelle version des faits. Le juge Howard retira ses lunettes en se frottant les yeux, comme s'il tentait d'émerger d'un rêve particulièrement troublant. Le silence qui suivit la confession de Maggie Thompson semblait avoir son propre poids, lourd et étouffant, comme si l'air même de la salle s'était figé, suspendant chaque souffle, chaque mouvement, chaque pensée inachevée. Les larmes de Ryan coulaient silencieusement sur son visage, formant des taches sombres sur son costume impeccable, tandis que ses épaules tremblaient sous des sanglots contenus et que son regard implorait sa mère de nier tout cela, de dire que ce n'était qu'un cauchemar dont ils se réveilleraient tous. Sarah Wells resta immobile, son esprit juridique peinant à assimiler les conséquences de ce retournement extraordinaire, ses mains planant au-dessus de son dossier, consciente qu'aucune préparation n'aurait pu la préparer à ce moment. Le procureur Morrison alternait son regard entre ses notes méticuleuses et la silhouette droite de Maggie, comme s'il cherchait une explication rationnelle à ce qui venait de se passer. Dans la cabine des jurés, les réactions formaient une mosaïque d'émotions humaines dans leur état le plus brut. Une jeune jurée pleurait ouvertement, le visage enfoui dans ses mains. À côté d'elle, un cadre d'âge moyen, stoïque depuis le début du procès, avait désormais les yeux embués de larmes. Une dame âgée serrait son crucifix contre elle, murmurant une prière silencieuse. L'amour d'une mère, dans sa forme la plus brutale et sacrificielle, avait touché quelque chose de profond en chacun d'eux. Le juge Howard rompit enfin ce silence, sa voix, habituellement tonitruante, réduite à un murmure presque imperceptible. « Agent, détenez Madame Thompson. » Deux policiers s'approchèrent avec hésitation, comme s'ils craignaient de toucher la femme qui venait de révéler l'étendue de l'amour maternel. Maggie tendit ses poignets avec une dignité sereine, ses yeux ne quittant jamais le visage de son fils. « Non !» retentit alors le cri de Ryan dans les murs du palais, brisant le charme du silence. Il tenta de se lever, luttant contre ses propres chaînes, contre l'agent qui le retenait, contre la réalité qui se déroulait devant lui. « Maman, s'il te plaît, ne fais pas ça, je ne peux pas te laisser faire. » Le juge Howard frappa de nouveau de son marteau, le son résonnant tel un coup de feu. « Cette audience est levée, » déclara-t-il, retrouvant peu à peu son autorité. « La cour se réunira de nouveau demain à 9h pour. » Il marqua une pause, ajustant ses lunettes du bout des doigts légèrement tremblants afin de réévaluer toutes les preuves à la lumière de ce nouveau développement. Tandis que les agents conduisaient Maggie vers la sortie, elle gardait la tête haute, ses pas fermes et rythmiques résonnant sur le sol froid de la salle d'audience. Bien qu'elle paraisse plus petite, presque engloutie par sa combinaison orange, quelque chose dans sa démarche dégageait une dignité inébranlable, comme si porter ce fardeau était une victoire personnelle. Son regard fixé droit devant ne fléchissait pas, mais l'éclat de ses yeux trahissait la douleur qu'elle tentait de contenir. Derrière elle, Ryan appelait sa mère, sa voix étranglée par des sanglots de plus en plus intenses. « Maman, s'il te plaît. » Sarah Wells, visiblement ébranlée, saisit les épaules de Ryan, murmurant des mots de réconfort qui peinaient à atteindre la profondeur de son angoisse.
Le détective Marcus Shen étala des photos de la scène de crime sur son bureau, écoutant pour la 3e fois l'enregistrement de la confession de Margaret Thompson. À côté de lui, une pile de rapports médico-légaux attendait d'être examinés. Quelque chose dans cette confession le tracassait. Les détails étaient trop précis pour être fabriqués, trop spécifiques pour n'être que les divagations d'une mère désespérée. « Reprenez cette partie sur la lampe », demanda-t-il à son assistant, qui contrôlait l'enregistrement. La voix enregistrée de Maggie résonnait alors dans la pièce silencieuse, la lampe continuait de vaciller pendant que nous luttions, faisant danser les ombres sur les murs. Shen consulta le rapport initial de la scène de crime. En effet, le texte mentionnait et photographiait une lampe au câblage défectueux, un détail mineur qui n'avait pas été communiqué à la presse. Seul le meurtrier pouvait connaître ce détail précis. À côté, l'enquêtrice de la scène de crime, Sandra Martinez, réexamina les preuves matérielles d'un regard neuf. Les motifs des taches de sang sur le tapis racontaient une histoire différente. Quant à la taille de l'agresseur, nous pensions chercher quelqu'un de la taille de Ryan, mais si la personne portait des talons. Elle griffonna des calculs sur son bloc-notes, ajustant les variables. La nouvelle analyse commençait à faire sens. Le procureur Morrison pénétra dans la pièce, portant un épais dossier. « Nous avons trouvé quelque chose d'intéressant sur les caméras du campus », annonça-t-il d'une voix tendue. Ryan Thompson donnait en réalité son cours au moment du meurtre. 27 étudiants ont confirmé sa présence. Il jeta plusieurs relevés sur la table. Comment avons-nous pu manquer cela auparavant? La frustration dans sa voix était palpable. Shen se leva et s'approcha du tableau où étaient épinglées les photos de la scène, puis déclara « Il y a encore quelque chose. Regardez ces marques sur le cadre de la porte. Nous avions supposé qu'elles correspondaient à la taille de Ryan, mais si la personne portait des talons, la hauteur correspond exactement à celle de Maggie Thompson. » Morrison secoua la tête, toujours réticent, mais qu'en est-il de l'ADN, des empreintes sur l'ouvre-lettre? Martinez intervint en brandissant un rapport. « Je viens de réexaminer les échantillons. L'ADN sous les ongles de la victime comporte des traces pouvant appartenir à une femme. À l'époque, elles avaient été écartées comme contamination, mais maintenant... » Sa voix s'éteignit alors qu'elle feuilletait d'autres résultats sur le bureau de Shen. L'enregistrement de la confession de Maggie continuait de jouer. Chaque détail mentionné trouvait sa corroboration dans les rapports, chaque élément de son récit s'emboîtait comme les pièces d'un puzzle jadis mal assorti. La vérité émergeait non pas grâce à de nouvelles preuves, mais via une nouvelle perspective sur d'anciennes données. Les enquêteurs découvrirent la serre exactement comme Maggie l'avait décrite. Au fond d'une étagère poussiéreuse, derrière des pots cassés et des outils rouillés, se trouvait une paire de gants de jardinage soigneusement pliés dans un sac plastique. Martinez les examina de près, notant les taches assombries recouvrant le tissu, positives au sang. D'après le test préliminaire, regardez cela, dit-elle en désignant une petite déchirure près du pouce droit, expliquant que le gant s'était déchiré pendant la lutte, un détail trop précis pour être inventé. Dans le grenier des Thompson, dissimulé sous une pile de vieilles boîtes de Noël, ils découvrirent une autre pièce à conviction cruciale, le manteau de Ryan, portant encore des traces microscopiques du crime. Elle conserva cette preuve. Shen murmura en examinant le vêtement, « Je ne l'ai pas détruit, comme si une part de moi savait qu'un jour j'aurais besoin de prouver la vérité. » Le chapeau était lui aussi là, soigneusement plié dans du papier de soie, tel un macabre reliquat d'un sacrifice maternel. Morrison, qui suivait ces découvertes avec une inquiétude grandissante, reçut un nouveau rapport de l'équipe technique. « Les relevés du téléphone portable de Caen ont été récupérés, déclara-t-il d'une voix tendue. Nous avons trouvé une série de messages supprimés. Il envisageait bel et bien de ruiner la carrière de Ryan. Il remit les impressions à Shen, qui les examina attentivement. Les messages révélaient un schéma de comportement prédateur, de manipulation et de menaces voilées. L'équipe médico-légale réexamina l'appartement de Caen sous un nouveau jour. Dans la cuisine, ils retrouvèrent des traces de café renversé exactement comme l'avait décrit Maggie. Le café était édulcoré artificiellement, confirma Martinez en consultant les analyses, précisant que Caen utilisait toujours un édulcorant artificiel dans son café, un autre détail qui n'avait pas été divulgué dans les rapports publics. La preuve la plus accablante provenait des enregistrements de surveillance du campus. « Regardez cela », dit Shen en pointant une séquence d'images. 15 minutes avant l'heure du crime, Maggie apparaît dans le parking de la faculté, portant un manteau surdimensionné. Morrison se pencha sur les images, sa résistance initiale s'évanouissant devant l'évidence irréfutable, et Shen poursuivit en avançant la vidéo. Elle repart 50 minutes plus tard, le manteau est taché et elle garde les mains dans ses poches.
Un témoin jusque-là négligé apporta la confirmation finale. Le portier de l'immeuble, réinterrogé après la confession, se rappela un détail crucial: j'ai trouvé cela étrange à l'époque. La personne qui est entrée portait un chapeau bas et un manteau surdimensionné. Je pensais que c'était le professeur Thompson, mais la grille était différente. Hésitant, il fit une pause, la mémoire se cristallisant, et il y avait une odeur de jasmin, la même que j'ai sentie lorsque Madame Thompson est venue plus tôt dans la semaine à la recherche du professeur Quinn au laboratoire médico-légal. En cherchant le professeur Quinn dans le laboratoire, l'analyse des fibres retrouvées sur la scène du crime révéla une autre confirmation. Les fibres ne correspondaient pas seulement au manteau, expliqua Martinez, nous avons trouvé des résidus de pollen et de terre de jardin dans les mêmes échantillons. Aucun menteur ne pourrait inventer autant de détails précis, conclut Chen, et chaque nouvelle preuve que nous découvrons confirme son récit. Le détective Chen tenait la clé USB récupérée du bureau de Thomas Kane comme si c'était une bombe sur le point d'exploser. L'équipe de technologie médico-légale venait de décrypter son contenu, révélant un fichier qui allait tout changer. L'enregistrement de la caméra de sécurité personnelle que Quinn gardait cachée dans son appartement, une caméra dont personne ne soupçonnait l'existence jusqu'à ce qu'elle soit mentionnée dans la confession, dont Quinn se vantait toujours dans son système de surveillance particulier. Dans la salle d'épreuve, Chen, Morrison et Martinez regardèrent l'écran dans un silence absolu. L'enregistrement montrait le moment exact du crime, capturé en haute définition. La silhouette qui pénétra dans l'appartement portait le manteau et le chapeau de Ryan, mais sa démarche, résolument féminine, ne pouvait laisser aucun doute. Quinn apparut dans le cadre, visiblement altéré, la discussion s'engagea. Il n'y eut aucun son, mais le langage corporel en disait long. La silhouette avança de manière menaçante, se retira, puis, en un mouvement rapide, saisit le chapeau, révélant pendant une fraction de seconde le visage de Maggie Thompson avant que la lutte n'éclate. « Mon Dieu !» murmura Morrison en s'effondrant lourdement dans un fauteuil. Elle disait la vérité depuis le début. Martinez mit la vidéo en pause, effectuant un gros plan sur le visage de Maggie. L'expression dans ses yeux était celle d'une pure terreur maternelle, non pas la fureur d'un meurtrier, mais le désespoir d'une mère protégeant son enfant. Chen continua de regarder tandis que la scène se déroulait. La bagarre, le café renversé, l'abat-jour vacillant. Chaque détail était exactement tel que Maggie l'avait décrit. « Et voici la preuve ultime », dit-il en pointant du doigt, dans le coin supérieur de l'écran, une horloge numérique affichant 7h45. Ryan Thompson donnait son cours à cet instant précis. 27 élèves confirmaient sa présence dans le gymnase. L'enregistrement se termina avec Maggie trébuchant hors du cadre, visiblement sous le choc. Quand gisait immobile sur le sol, l'ouvre-lettre tombait à côté de lui. L'horloge affichait 8h15. « C'est fini », déclara Chen en éteignant le moniteur. Il n'y a plus aucun doute, Margaret Thompson est l'assassin de Thomas Quinn, et Ryan Thompson est complètement innocent. Morrison rassembla ses documents, les mains tremblantes, tandis que le bruissement des feuilles résonnait dans le silence de la pièce. Des années d'expérience en tant que procureur ne l'avaient pas préparé à ce moment où la vérité se révélait si différente du récit qu'il avait si soigneusement construit. Il prit une profonde inspiration avant de murmurer, d'une voix rauque et chargée d'urgence, « Je dois parler au juge immédiatement. Quant à la défense, Ryan Thompson doit être libéré aujourd'hui. » Ses yeux restaient fixés sur la table devant lui, tandis que son esprit s'activait à toute allure, songeant aux prochaines étapes et aux implications dévastatrices de ce retournement inattendu. Ryan Thompson était assis sur le rebord de son lit de cellule, les papiers de libération toujours serrés dans ses mains tremblantes, exonéré de toutes les accusations, mais le prix de cette liberté pesait sur sa poitrine comme du plomb liquide. Les mots des documents officiels se brouillaient devant ses yeux. À la lumière de nouvelles preuves irréfutables, il ne pouvait plus distinguer sa mère. Sa propre mère avait tué Thomas Quinn. Les derniers rayons du soleil filtraient à travers les barreaux, projetant des ombres qui lui rappelaient ceux qui allaient désormais confiner sa mère. Ryan ferma les yeux, mais les images ne cessaient d'affluer. Maggie dans son jardin, soignant ses roses avec tant d'amour. Maggie corrigeant des copies tard dans la nuit, Maggie servant le café dans leur tasse préférée lors des dimanches matins. Comment concilier ces souvenirs avec la vérité qu'il venait d'apprendre? Il se leva brusquement et commença à rassembler ses quelques effets personnels, chacun de ses gestes étant mécanique, comme si son corps fonctionnait en pilote automatique tandis que son esprit voguait sur une mer tumultueuse d'émotions contradictoires, la culpabilité d'avoir payé de sa liberté le prix de sa mère et le soulagement d'avoir enfin compris pourquoi elle avait été si étrange durant les jours qui suivirent la mort de Quinn.
Le garde apparut pour libérer Ryan, mais celui-ci ne registra guère la procédure de sortie. Dans son esprit, il rejoua chaque instant des mois écoulés, à la recherche des signes qu'il aurait dû remarquer, la manière dont elle évitait de parler de l'affaire, ses mains qui tremblaient en lisant les journaux au sujet du meurtre, la façon dont elle passait des heures dans le jardin, non pas à soigner les fleurs, comme il s'en rendait compte maintenant, mais à dissimuler des preuves dans le couloir de la prison. Ses pas résonnaient creusement, l'éloignant à chaque foulée des barreaux qui l'avaient enfermé, tout en le rapprochant d'une vérité qui semblait encore plus étouffante que l'enfermement. Sa mère avait tué un homme, sa douce mère, qui n'aurait même pas tué une araignée dans la salle de bain, préférant l'attraper avec soin pour la relâcher dans le jardin. Sa mère avait ôté une vie pour sauver la sienne. L'agent lui restitua ses effets personnels et Ryan serra sa bague de fin d'études un moment de trop. C'était un cadeau de sa mère, acquis après des mois d'économie sur son salaire d'enseignante, pour que tu n'oublies jamais combien tu peux accomplir, avait-elle dit. Ces mots prenaient désormais une signification nouvelle. D'où sa mère? Jusqu'où une mère irait-elle pour protéger les rêves de son enfant? Sarah Wells l'attendait à la sortie, mais Ryan peinait à soutenir son regard. Comment remercier quelqu'un qui aide à prouver son innocence, alors même que cela implique de condamner sa propre mère? Les mots restaient coincés dans sa gorge, tout comme les questions auxquelles il n'était pas sûr d'avoir le courage de répondre. Pourquoi? Depuis combien de temps avait-elle su pour qu'un? Que s'était-il réellement passé cette nuit-là? La salle de visite de la prison était vide, à l'exception de Ryan et de sa mère. Maggie Thompson portait la combinaison orange comme si c'était l'une de ses vieilles robes à fleurs, avec une dignité inébranlable. Ses mains, jadis toujours occupées entre des manuels scolaires ou des outils de jardinage, reposaient désormais, paisiblement, sur la table métallique. Le silence qui régnait entre eux était lourd, chargé de mots tus. « Pourquoi, maman ?» La voix de Ryan, plus acerbe qu'il ne l'aurait voulu, résonna. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Pourquoi m'as-tu laissé être accusé pendant si longtemps ?» Ses mains tremblaient sur la table, qu'il serrait en poing pour tenter de contenir ses émotions. Maggie étendit la main, comme pour toucher son fils, mais s'arrêta à mi-chemin. « Tu allais te détruire, Ryan. » J'avais constitué un dossier complet de mensonges, d'accusations fabriquées. Qu'un était obsédé, résolu à ruiner ta carrière, ta vie. Elle prit une profonde inspiration. Des décennies d'instinct maternel se livraient une bataille contre le besoin de révéler toute la vérité. Quand je l'ai confronté cette nuit-là, je lui ai montré des preuves de ses manipulations. Je pensais que cela suffirait à le faire reculer, mais non. Ryan, la voix à peine contenue par l'angoisse, acheva. « Que s'est-il passé, maman? J'ai besoin de connaître toute la vérité. » Les yeux de Maggie se perdirent dans le vague, revivant cette nuit terrible. Il a ri quand je lui ai montré les preuves, en disant que personne ne me croirait, qu'il avait suffisamment d'influence pour faire en sorte que tu ne travailles plus jamais dans aucun établissement scolaire. Sa main se mit à trembler légèrement lorsqu'elle tenta de se lever. Il est devenu furieux, il a saisi mon bras avec force et m'a lancé des paroles horribles à ton sujet, affirmant qu'il prendrait plaisir à détruire ta vie, morceau par morceau. Ryan observa chaque expression sur le visage de sa mère, tentant de comprendre comment cette femme qu'il avait élevée seule qui prêchait toujours la non-violence avait pu en arriver là. Maggie poursuivit, la voix désormais presque un murmure, l'ouvre-lettre était là, sur la table, quand il s'est avancé. C'était l'instinct, Ryan, l'instinct maternel. Je n'ai pas réfléchi, j'ai simplement réagi. Puis, comme un souffle, la question s'échappa, pourquoi garder les preuves? Pourquoi ne pas les détruire? Un sourire triste traversa alors le visage de Maggie. Parce que je savais qu'un jour la vérité devait éclater. Je ne pouvais pas te laisser payer pour quelque chose que j'avais fait. J'ai tout gardé, redoutant le moment où cela serait nécessaire, mais tu m'as laissé être arrêté. Maman, dit Ryan, la douleur palpable dans sa voix, tu m'as fait croire que ma vie était finie. Chaque jour passé dans cette cellule me déchirait de l'intérieur. Maggie répondit, les larmes s'échappant enfin de ses yeux, mais je préférais attendre le bon moment plutôt que risquer une confession précipitée que personne ne croirait. Je devais m'assurer, quand je parlerais, d'avoir un moyen de le prouver, pour toi. Pour toi, toujours, Ryan. Ryan se leva brusquement en direction de la fenêtre grillagée. Le soleil de l'après-midi projetait des ombres sur les murs, lui rappelant les barreaux de sa propre cellule. Tu sais ce qui est pire, maman? Sa voix s'étrangla. Je comprends pourquoi tu as fait cela, et je me hais de te comprendre. Maggie resta assise, observant le dos crispé de son fils. Je ne regrette rien, dit-elle avec une fermeté surprenante. Si je devais tout refaire pour te protéger, je le referais. C'est ce que font les mères,
elles protègent leurs enfants, quoi qu'il en coûte. Ryan se tourna pour faire face à sa mère, les yeux embués de larmes. Dans son uniforme carcéral, elle paraissait plus petite, plus frêle, mais ses yeux conservaient la même force d'antan, la force qui l'avait élevée, qui l'avait protégée, et qui la conduisait désormais à accepter les conséquences de son ultime acte de protection. Après un long moment de silence, Ryan prononça enfin, d'une voix qu'il avait gardée en lui depuis si longtemps, « Je t'ai vu cette nuit, maman. » La confession tomba entre eux comme un coup de tonnerre, figeant Maggie sur place. « J'étais là, dans le parking. Je t'ai vu entrer dans l'immeuble en portant mon manteau. » Le visage de Maggie pâlit, ses mains s'accrochant au rebord de la table métallique. « Mais comment, pourquoi ?» balbutia-t-elle. « Cet après-midi, j'ai reçu un message de K. Il voulait me rencontrer, disant avoir quelque chose d'important à discuter. » Ryan passa ses mains sur son visage, libérant des années de tension accumulées. « Quand je suis arrivé, je t'ai vu entrer. J'ai reconnu ta démarche, même avec mon manteau. J'ai attendu dans la voiture, paniqué, sans savoir que faire. Des larmes silencieuses ont commencé à couler sur ton visage, maman. Quand tu es partie, j'ai compris qu'il s'était passé quelque chose de terrible. Tes mains tremblaient, il y avait des taches sur ton manteau. Je suis rentré et t'ai attendu, mais je n'ai pas pu te confronter. Comment aurais-je pu, toi qui as toujours été mon protecteur, mon refuge? Pourquoi n'as-tu rien dit pendant le procès? Pourquoi as-tu laissé les choses aller aussi loin? » Ryan se pencha en avant, la voix intense, « C'est exactement pour cela que tu as gardé les preuves au lieu de les détruire. Tu me protégeais, mais tu me protégeais aussi d'avoir à choisir entre mentir sous serment ou condamner ma propre mère. Alors, tu as accepté qu'on t'accuse. » Maggie se couvrit la bouche de ses mains, réalisant l'ampleur du sacrifice de son fils. Il valait mieux être injustement accusé que d'être forcé de témoigner contre toi. Finalement, Ryan tendit la main et la posa sur celle de sa mère. « Je préfère porter la culpabilité d'un crime que je n'ai pas commis plutôt que celle de te condamner. » Un silence lourd de compréhension s'installa entre eux, comme si, face à l'un, l'autre n'avait plus besoin de mots. Maggie gardait ses mains fermement jointes sur la table, comme pour contenir le déluge d'émotions menaçant d'exploser, tandis que Ryan, penché en avant, appuyait ses coudes sur le métal froid, le regard fixé sur le visage de sa mère. Chaque ride, chaque infime mouvement semblait raconter une histoire que Ryan commençait à peine à comprendre. Tous deux avaient gardé des secrets tels des boucliers, tentant de protéger l'un l'autre du poids écrasant de la vérité désormais dévoilée. La vérité, il faut le dire, était à la fois douloureuse et libératrice. Maggie brisa enfin le silence d'un profond soupir. « Je ne m'attendais pas à ce que ce soit facile, dit-elle d'une voix basse mais ferme, mais peut-être pouvons-nous avancer, même si nos chemins diffèrent. » Ryan hocha la tête, l'acceptation se lisant dans ses yeux. 2 semaines avant le meurtre, Maggie organisait de vieilles photos de classe dans son bureau lorsqu'une élève frappa à sa porte. Emily Parker, 19 ans, tremblait visiblement en tenant une enveloppe brune. « Madame Thompson, j'ai besoin de vous montrer quelque chose à propos du professeur K, » dit-elle, ses mains tremblant tellement qu'elle peinait à ouvrir l'enveloppe. « Il a fait cela à plusieurs élèves, » murmura-t-elle. L'enveloppe renfermait des dizaines de messages, tous sous forme de capture d'écran. K usait de sa position pour faire pression sur les élèves, échangeant des notes contre des rendez-vous privés et menaçant ceux qui lui refusaient. Maggie sentit son estomac se nouer en lisant ces lignes. Emily poursuivit, la voix presque un murmure. « Lorsque votre fils, le professeur Ryan, a commencé à remarquer quelque chose d'étrange et à remettre en question certains comportements du professeur K, il est devenu furieux. » Maggie passa les jours suivants à enquêter discrètement. Les preuves s'accumulaient, d'autres messages, des témoignages chuchotés dans les couloirs, des comportements impossibles à ignorer. Puis, un après-midi pluvieux, alors qu'elle fouillait dans le système universitaire, elle découvrit quelque chose qui fit froid dans son sang. Un dossier numérique intitulé « Thompson Evidence », protégé par un mot de passe. Grâce à ses anciennes identifiants d'enseignante et à ses années d'expérience avec les systèmes scolaires, Maggie parvint à accéder au fichier. Ce qu'elle y trouva la laissa horrifiée. K avait minutieusement constitué un faux dossier contre Ryan, manipulant des photographies, modifiant des conversations, fabriquant des témoignages, tout cela pour suggérer un comportement inapproprié avec des élèves. Il existait même un brouillon d'email adressé au conseil universitaire, prêt à détruire la carrière de son fils. Dans son bureau privé, K tenait un journal numérique où il détaillait ses plans. Thompson devient trop curieuse, lisait-on dans une entrée récente. Il faut l'éliminer avant qu'elle ne découvre davantage. J'ai tout préparé, une accusation bien construite,
et personne ne pourra la remettre en question. Après tout, qui croirait un professeur d'EPS contre un chercheur respecté? Maggie imprima tout, les mains tremblantes. Chaque page révélait un peu plus la toile de manipulation et de menaces que Cain avait tissée. Dans un dossier à part, elle découvrit aussi des preuves qu'il avait déjà détruit d'autres carrières de la même manière, celles de professeurs qui avaient osé remettre en question ses méthodes ou s'approcher trop près de la vérité. La veille du crime, Maggie découvrit le dernier email de Cain adressé à Ryan. Demain, à 20 h, chez moi, nous avons d'importantes choses à discuter concernant ton avenir à l'institution. Les mots étaient polis, mais la menace implicite était aussi claire qu'une eau de roche. C'est à ce moment précis que Maggie Thompson, enseignante à la retraite et mère dévouée, décida qu'elle devait agir avant qu'il ne soit trop tard. Maggie ajusta le manteau de Ryan sur ses épaules en montant les escaliers du bâtiment de Cain. Le poids des preuves dans son sac semblait augmenter à chaque pas, des dizaines de témoignages d'élèves, des captures d'écran de messages menaçants, le faux dossier contre Ryan, toutes les preuves de la cruauté calculée de Cain. Lorsque Cain ouvrit la porte, son sourire arrogant vacilla en voyant Maggie, au lieu de Ryan. « Madame Thompson, que faites-vous ici ?» Son regard s'attarda sur le manteau surdimensionné qu'elle portait, et un éclair de compréhension traversa son visage. « Je sais tout. » Sans attendre une invitation, Maggie entra et sortit de son sac les preuves. Tout ce qui concernait les élèves, vos menaces, vos plans contre mon fils. Elle jeta les pages imprimées sur la table basse. Cain en ramassa une au hasard, son visage se durcissant en reconnaissant son propre dossier. « Donc, c'est toi qui as pénétré dans mon ordinateur ?» Il ricana d'un rire froid et dénué de chaleur. « Tu sais que c'est un crime, n'est-ce pas? Atteinte à la vie privée, accès non autorisé. » Il se mit à déchirer méthodiquement les pages. « Ma parole contre la tienne. »« Maggie, qui pensez-vous qu'ils croiront? »« J'ai des copies de tout, » répliqua-t-elle, la voix légèrement tremblante. « Et je ne suis pas seule. Vos victimes sont prêtes à parler. » Elle sortit alors d'autres documents de son sac, ceux d'Emily Parker, de Sarah Martinez, de Jennifer Walsh. Tous avaient conservé des preuves. « Thomas, tous prêts à vous dénoncer ?» Le sourire de Cain disparut complètement. « Vous n'avez aucune idée du jeu auquel vous jouez, Margaret. » Il s'approcha, baissant la voix en un murmure menaçant. Ton précieux Ryan, si dévoué à ses élèves, si soucieux de leur bien-être, il serait fort regrettable que des preuves apparaissent, laissant penser que cette sollicitude dissimule d'autres motifs, n'est-ce pas? N'ose surtout pas menacer mon fils. La voix de Maggie se fit froide comme l'acier. C'est fini, Thomas. Tes manipulations, tes menaces, tout est terminé. Cain rejeta la tête en arrière et éclata de rire, ça ne fait que commencer. Il se dirigea vers son ordinateur. Tu veux voir ce que j'ai préparé pour ton fils? Ses doigts dansèrent sur le clavier, faisant apparaître photos, conversations, témoignages, tout était minutieusement construit. Quand j'aurai fini, Ryan ne remettra plus jamais les pieds dans une salle de classe. Maggie, la voix brisée, demanda « Pourquoi lui faire cela ?» Parce qu'il se rapprochait trop, grogna Cain, en posant 1000 questions et en remarquant des schémas. Ton garçon, trop droit, trop moral. Des gens comme lui sont dangereux, Margaret. Ils doivent être éliminés avant de causer de véritables problèmes. Soudain, il se jeta en avant, agrippant le bras de Maggie avec une force brutale. Maintenant, je vais te montrer exactement ce qui arrive à ceux qui tentent de m'exposer. Maggie se débattit, renversant une tasse de café sur les papiers éparpillés. La lampe toute proche vacilla, projetant des ombres dansantes sur les murs. Dans la lutte qui s'ensuivit, des meubles furent renversés et des papiers s'envolèrent. Cain était plus fort, mais Maggie se battait avec la force désespérée d'une mère. Alors qu'il la plaquait contre la table, sa main se porta vers l'ouvre-lettres. Le métal froid contre sa paume sembla réveiller en elle quelque chose de primitif, cet instinct de mère de protéger son enfant à tout prix. « Tu ne détruiras pas mon fils », déclara Maggie d'une voix étrangement calme. L'ouvre-lettre s'enfonça entre les côtes de Cain, une fois, puis encore, puis encore. Chaque coup portait en lui des années de fureur refoulée, d'impuissance face aux injustices dont elle avait été témoin, et la peur pour l'avenir de son unique enfant. Pendant ce temps, Ryan était assis seul dans le bureau de Sarah Wells, les preuves étalées sur la table telles les pièces d'un puzzle macabre. Les fichiers récupérés de Cain, saisis par la médecine légale, racontaient une histoire qui lui nouait l'estomac, des photos trafiquées de lui avec des élèves, des conversations modifiées, des témoignages falsifiés, une toile de mensonges savamment tissée pour le détruire. « Ma marraine ?»
murmura-t-il en passant ses mains sur son visage, tandis qu'il lisait le brouillon d'email que Cain comptait envoyer au conseil universitaire. Le document détaillait des accusations si convaincantes, si bien construites que même Ryan, sachant qu'elles étaient fausses, ressentit un frisson de peur en les parcourant. Cain n'avait pas seulement prévu de mettre fin à sa carrière, il envisageait de détruire toute sa vie. Les messages récupérés du téléphone portable de Cain révélaient son obsession grandissante. Thompson devient un problème, disait l'une des notes. Des gens trop droits, trop vigilants, comme lui, sont dangereux. Il faut l'éliminer avant qu'il ne découvre davantage. Ryan sentit une boule se former dans sa gorge en réalisant que son inquiétude face au comportement suspect de Cain avec les élèves avait scellé sa sentence. Sa mère avait découvert tout cela avant lui, elle avait pressenti le danger et avait agi de la seule manière qu'elle jugeait possible pour le protéger. Le conflit qui mena à la mort de Cain n'avait pas été le fruit d'un simple accès de rage, mais le point culminant d'une lutte entre le désespoir d'une mère et la cruauté calculée d'un prédateur. Elle savait, Ryan, murmura-t-il, un éclair de compréhension le submergeant comme une vague. Elle savait que, même si je triomphais des fausses accusations, l'ombre du doute me poursuivrait à jamais. Dans un système qui protège souvent les puissants, Cain aurait gagné, et même en perdant, la tache sur sa réputation serait indélébile. Ryan se leva et marcha lentement vers la petite fenêtre de son bureau, chaque pas semblant porter le poids de toutes les révélations des derniers mois. Le soleil se couchait sur la ville, inondant l'horizon de nuances vibrantes de rouge, d'orange et d'or, couleurs reflétant le tumulte de ses émotions, colère, tristesse, soulagement, par-dessus tout, un amour profond et inébranlable pour sa mère. Il posa ses mains sur le rebord métallique, sentant le froid sous ses doigts, tandis que son regard se perdait dans le ciel en perpétuel changement. Les derniers mots de sa mère, prononcés au cours du procès, résonnaient dans son esprit avec une clarté presque douloureuse. « J'ai fait ce que ferait n'importe quelle mère. » Autrefois, ces mots semblaient si simples, aujourd'hui, avec le poids de la compréhension, il en percevait toute la profondeur. Ce n'était pas seulement un acte de protection, c'était un acte de sacrifice, une justice désespérée. Sa mère n'avait pas agi sur un coup de tête ni par haine, elle avait choisi de se tacher les mains parce qu'elle ne pouvait supporter de voir son fils détruit par des mensonges savamment ourdis. Ryan ferma les yeux un instant, laissant la douce brise filtrée par la fenêtre entr'ouverte caresser son visage. Il se souvint de toutes les fois où sa mère l'avait protégé lorsqu'il était enfant, affrontant des professeurs injustes, faisant des heures supplémentaires pour qu'il ne manque de rien, le consolant après chaque petite défaite. Et maintenant, ce dernier acte désespéré et irrévocable était l'aboutissement de tout l'amour qu'elle lui avait prodigué au fil des ans. Lorsqu'il rouvrit les yeux, le ciel lui apparut différemment, ce rouge sang, qui lui avait jadis paru comme une blessure, était désormais le signe d'une renaissance, annonçant que l'obscurité qu'il avait affrontée avec sa mère laissait enfin place à la lumière. Morrison réorganisa les preuves sur son tableau, proposant désormais un récit totalement différent. Les mêmes photographies, les mêmes rapports médico-légaux, mais l'histoire qu'il racontait avait radicalement changé. Là où il avait vu la culpabilité de Ryan, il découvrait maintenant les traces du désespoir d'une mère. Les preuves ont toujours été là, déclara-t-il à son équipe réunie. Le parfum de jasmin dans le couloir, les marques de talons aiguilles sur le tapis, la taille de l'agresseur mesurée sans tenir compte des chaussures. Nous étions tellement focalisés sur la culpabilité du fils que nous avons ignoré les indices pointant vers la mère. Le procureur ajusta la chronologie sur le tableau. La séquence des événements prenait désormais tout son sens. Maggie découvrant les plans de Cain, la confrontation à l'appartement, la lutte qui se termina en tragédie. Les messages récupérés de l'ordinateur de Cain étaient particulièrement troublants, ils révélaient un prédateur qui usait de son pouvoir pour manipuler et menacer. Cain n'était pas la victime innocente que nous pensions. Morrison épingla alors, un à un, les impressions des messages menaçants. C'était un manipulateur qui prévoyait de détruire la carrière de Ryan Thompson par de fausses accusations. Maggie a découvert ses plans et a tenté de protéger son fils. L'équipe observait en silence pendant que Morrison reconstituait la scène du crime, l'ouvre-lettre, les gants de jardinage, le manteau emprunté. Chaque élément s'inscrivait désormais dans un puzzle différent. Ce n'était plus l'histoire d'un meurtre prémédité, mais celle d'une mère désespérée qui luttait pour sauver son fils d'une destruction calculée. Pour la première fois de ma carrière, conclut Morrison, la voix chargée d'un mélange d'admiration et de tristesse, je dois admettre que nous avons poursuivi le mauvais suspect. Maintenant, nous devons décider comment procéder face à une mère qui a commis un crime pour protéger son fils d'une injustice encore plus grande. Les portes de la prison s'ouvrirent pour Ryan Thompson par un matin d'automne gris.
Ses effets personnels tinrent dans une seule boîte en carton quelques livres, des photographies, des lettres que sa mère lui avait envoyées durant sa détention. Ces mêmes lettres portaient désormais un poids différent, chaque mot écrit par des mains qui avaient ôté une vie pour le protéger. Tandis que Ryan se rendait à sa liberté dans un autre complexe pénitentiaire, Maggie Thompson était en cours d'enregistrement et de photographie. Ses empreintes furent relevées, non plus en tant que visiteuse, mais en tant que détenue. La combinaison orange avalait sa silhouette frêle, mais sa posture restait droite et digne. « Nom complet » demanda l'agent. « Margaret Ann Thompson » répondit-elle, d'une voix aussi assurée qu'elle l'avait toujours été en classe. Sarah Wells coordonnait simultanément les deux procédures. Au tribunal, elle présenta les documents finaux pour la libération de Ryan, tandis que son équipe préparait la défense initiale de Maggie. Les preuves qui avaient sauvé le fils condamnaient désormais la mère, une ironie que personne n'avait manqué dans cette affaire. « Vos effets personnels doivent être catalogués », informa l'agent pénitentiaire. Une vieille alliance, une montre offerte par Ryan pour son dernier anniversaire, un porte-clés orné d'une photographie de son enfance. Chaque objet était le souvenir d'un fils qu'elle avait tant lutté pour protéger. Maggie remit chacun de ces objets avec des mains assurées, même si ses yeux trahissaient l'émotion qu'elle s'efforçait de contenir. Dans le parking de la prison pour hommes, Ryan découvrit sa maison vide qui l'attendait. Les clés lui semblaient étranges après tant de temps passé. Dans la voiture, le parfum de jasmin de sa mère persistait, le même arôme qui avait été l'une des preuves de sa présence sur les lieux du crime. Il démarra le moteur, mais ne put immédiatement s'éloigner, submergé par la réalité de sa situation. Dans la prison pour femmes, Maggie fut conduite à sa cellule. Le couloir semblait interminable, chaque pas résonnant d'une finalité. Thompson, ceci sera ta demeure pour les prochains mois, jusqu'au procès, expliqua le garde. Maggie observa l'espace confiné. Un lit étroit, un lavabo, un petit bureau si différent de sa salle de classe, de son jardin, des lieux qu'elle avait habités toute sa vie. « Maman », murmura Ryan en serrant le volant, tandis que, dans sa cellule, des larmes s'échappaient enfin. Entendant l'appel de son fils, Maggie toucha le mur froid et se permit un moment de faiblesse, une unique larme roulant sur sa joue. Bientôt, la nouvelle d'un échange de prisonniers se répandit dans les couloirs du palais de justice. Le personnel, ayant été témoin de la confession dramatique de Maggie, murmurait déjà à propos du retournement de l'affaire. Dans son bureau, le procureur Morrison relut pour la dernière fois les documents. Sa signature allait libérer un homme et sceller le destin d'une autre personne, ou plutôt, celui d'une mère qui avait commis l'impensable par amour. Sarah Wells retrouva Ryan dans le parking, toujours figé derrière le volant. « Il va bien », le rassura-t-elle, sachant exactement où en étaient les pensées de son client. « Elle est forte, elle l'a toujours été », ajouta-t-elle. Ryan hocha la tête, incapable de prononcer un mot, tandis que l'avocate déposait un dossier sur ses genoux, les documents officiels de sa libération, son innocence enfin établie, bien que le prix de cette liberté fût plus lourd qu'une peine qu'il aurait pu purger. Dans la salle de visite de la prison, seuls eux deux se trouvaient présents. Ryan observa sa mère, assise en face de lui à la table métallique, remarquant comment l'uniforme orange n'arrivait pas à atténuer sa dignité naturelle. Maggie sourit, ce sourire familier depuis l'enfance, celui qu'elle lui offrait lorsqu'il se blessait au genou et avait besoin de courage. « Tu as maigri » dit-elle en tendant la main à travers la table. « Il faut que tu manges mieux maintenant que tu es rentré à la maison. » Ces mots, si simples et maternels, firent presque oublier à Ryan qu'il se trouvait non pas dans leur cuisine, mais dans une salle d'audience de prison. Ryan serra la main de sa mère, remarquant la froideur de celle-ci. « La maison n'est plus la même sans toi, maman, et le jardin. » Sa voix se brisa. Le jardin, jadis si soigneusement entretenu, était maintenant abandonné, les roses se fanant sans les soins dévoués de Maggie. « Les roses survivront », murmura-t-elle doucement. « Elles sont plus résistantes qu'il n'y paraît, tout comme nous. » Leurs regards se croisèrent, transmettant force et acceptation. « Ne te blâme pas, Ryan. Chaque choix que j'ai fait était le mien, et je le referai sans hésiter. Je t'attendrai, promit-il en lui serrant la main. Je garderai tout exactement comme tu l'as laissé. Ta chambre, tes fleurs, tes livres. » Maggie secoua doucement la tête. « Non, mon fils. Tu dois aller de l'avant, reconstruire ta vie, retourner enseigner, faire ce que tu aimes. » Puis, choisissant soigneusement ses mots, « qu'un ne peut gagner. Il ne peut nous empêcher de vivre, même maintenant. » Ryan intervint, la voix emplie d'émotion. « Comment pourrais-je avancer en sachant que tu es ici à cause de moi ? » « Je suis ici à cause de mes choix, corrigea-t-elle fermement. Des choix que je referai sans hésiter.
Une mère protège ses enfants, c'est une vérité ancestrale. Ses yeux brillaient d'une émotion contenue. Ma peine sera allégée en te sachant libre, en te voyant vivre et faire la différence dans la vie de tes élèves. Ryan avala difficilement, luttant contre ses propres larmes. Je te promets de te rendre fière, maman. J'ai toujours été fier de toi, depuis le tout premier instant où je t'ai tenu dans mes bras, et je le suis encore plus aujourd'hui en voyant ta force et ta dignité face à ce cauchemar. Le garde annonça alors que le temps était écoulé. Mère et fils se levèrent simultanément, leurs mains toujours jointes sur la table froide. À dimanche prochain, déclara Ryan d'une voix calme malgré l'émotion. À dimanche, acquiesça Maggie. Ryan serra sa main une dernière fois. Plante de nouvelles roses, le jardin a besoin de renouveau. Alors qu'elle regardait son fils s'éloigner, Maggie gardait son sourire, même si le poids du moment lui serrait la poitrine. Chacun des pas de Ryan vers la porte lui rappelait cruellement le temps qui continuerait de les séparer, mais elle refusa de lui en montrer la détresse. Ses yeux le suivirent jusqu'au dernier instant, observant chaque détail. La façon dont il tenait le dossier des documents, la manière dont il ajustait le col de sa chemise, une habitude qu'il n'avait jamais abandonnée depuis son enfance, et le regard hésitant qu'il jeta en arrière avant de franchir enfin le seuil. Le bruit feutré de la porte se refermant résonna à ses oreilles comme le point final d'un nouveau chapitre. Ce n'est que lorsque la salle de visite fut complètement silencieuse, à l'exception du lointain bourdonnement des néons, qu'elle se permit de laisser s'effacer son sourire. Les larmes, qu'elle avait résolument retenues, coulèrent silencieusement sur son visage, chacune semblant porter des années de sacrifice, d'amour et de lutte silencieuse qu'elle avait endurées pour assurer l'avenir de son fils. Ce n'étaient pas des larmes de regret, Maggie était pleinement consciente de ses choix et ne les renierait jamais. Elles étaient les larmes de l'acceptation, comme si chacune libérait le fardeau qu'elle portait en son cœur, l'incarnation du prix qu'une mère paie pour un amour inconditionnel, un amour sans limite qui défie règles et conventions et qui l'avait conduite ici. Elle s'essuya rapidement les yeux du bout des doigts et tourna son regard vers la table vide où Ryan avait été assis il y a à peine quelques minutes. Elle pouvait encore sentir sa présence dans les mots qu'ils avaient échangés, dans l'énergie qu'il avait laissée derrière lui, et cela lui apportait un certain réconfort. Même derrière les barreaux, Maggie savait que son amour continuerait de le soutenir, telles des racines invisibles qui ne se brisent jamais. La salle d'audience était encore plus bondée que lors du procès de Ryan. Des journalistes se massaient à l'arrière, crayon en main, prêts à consigner chaque instant de cette affaire qui captivait l'opinion publique, l'histoire d'une mère ayant avoué un meurtre pour sauver son fils. Margaret Thompson, dans sa tenue de détentrice, sa combinaison carcérale remplacée par un sombre costume orange, ses cheveux grisonnants soigneusement peignés et arborant la même posture droite qu'elle avait jadis en classe, fut conduite devant le tribunal. À la table de l'accusation, Morrison n'était pas présent, mais son assistante, Amanda Stevens, la jeune procureure, avait insisté pour prendre l'affaire, arguant qu'ils avaient besoin d'un regard neuf, de quelqu'un capable de voir au-delà du récit initial. Elle organisa méthodiquement ses notes, jetant de temps à autre un regard réfléchi vers la prévenue. Ryan occupait le même siège que sa mère avait tenu lors de son procès, au premier rang, les mains jointes et les yeux rivés sur la personne assise à la table de la défense. Sarah Wells, désormais chargée de défendre Maggie, se pencha pour lui chuchoter quelques mots. Maggie acquiesça légèrement, ses yeux rencontrant ceux de son fils l'espace d'un instant fugace. Le juge Peterson et non Howard, qui s'était récusé en raison de son implication dans l'affaire précédente, entra dans la salle d'audience. Plus jeune que son prédécesseur, il jouissait d'une réputation d'équilibre entre justice et compassion. « Que tout le monde se lève », annonça le greffier, et le son de dizaines de personnes se levant résonna dans la salle. Affaire numéro 2547, l'État contre Margaret Thompson. Accusation de meurtre au premier degré. Le juge fit une pause pour ajuster ses lunettes, scrutant l'assemblée. Étant donné la nature unique de cette affaire et ses circonstances extraordinaires, j'attends de toutes les parties qu'elles fassent preuve d'un décorum irréprochable. Amanda Stevens, ses talons claquant sur le sol feutré, prit la parole. Votre honneur, membre du jury, dit-elle d'un ton empreint de solennité, l'État reconnaît la complexité singulière de cette affaire. La prévenue a avoué le meurtre de Thomas Quinn, non pas par malveillance ou préméditation ordinaire, mais pour un motif qui nous force à interroger les limites même de la justice et de la moralité. Dans la cabine des jurés, 12 visages, 6 hommes et 6 femmes, dont 4 étaient des parents, observaient attentivement. Chen avait été méticuleuse dans sa sélection, recherchant un équilibre entre ceux pouvant comprendre l'instinct maternel et ceux qui se focaliseraient sur la lettre de la loi. Ryan Thompson monta à la barre des témoins,
ajustant nerveusement sa cravate. Son regard croisa brièvement celui de sa mère avant de se fixer sur Sarah Wells. « Pouvez-vous nous décrire les événements qui ont précédé la mort du professeur K ?» demanda-t-elle d'une voix douce mais professionnelle. Ryan prit une profonde inspiration, ses mains agrippant le rebord de la barre des témoins, et dit « J'ai commencé à remarquer des comportements inquiétants chez le professeur K envers certaines étudiantes, de petits gestes, des commentaires inappropriés, des situations qui me mettaient mal à l'aise. Si j'avais agi plus tôt, je l'aurais signalé formellement. » Sa voix se brisa alors qu'il tentait de poursuivre. « Peut-être que rien de tout cela ne serait arrivé. » « Objection, votre honneur, » intervint Amanda Stevens. « Le témoin fait des suppositions, » répliqua le juge Peterson. « Objection maintenue. »« Continuez, monsieur Thompson, mais tenez-vous en aux faits, » ajouta-t-il. Ryan se redressa en regardant directement le jury. « K avait commencé à me menacer subtilement, il faisait allusion à mon maintien à l'université, insinuant que des carrières prometteuses pouvaient être aisément anéanties. Il marqua une pause, déglutissant avec difficulté. J'aurais dû en parler à ma mère, partager mes peurs, mes soupçons. Au lieu de cela, j'ai essayé de la protéger, de l'éloigner de tout cela. » Sarah s'avança vers le banc des témoins. « Et quand avez-vous découvert que votre mère était impliquée ? » « Je l'ai vue ce soir-là, » répondit Ryan, la voix légèrement tremblante, dans le parking du bâtiment C, vêtu de mon manteau. J'aurais pu l'arrêter, intervenir, mais je me suis figé, regardant ma mère entrer dans ce bâtiment pour me protéger de quelque chose que j'aurais dû affronter moi-même. Dans le box des accusés, Maggie secoua imperceptiblement la tête, des larmes silencieuses roulant sur son visage. Ryan poursuivit, la voix prenant de la force. Quand elle est sortie, j'ai su qu'il s'était passé quelque chose d'horrible, mais même alors, même en sachant, j'ai choisi de rester silencieux, de les laisser m'arrêter, de leur permettre de constituer un dossier contre moi. Car l'alternative aurait été de trahir ma propre mère. « Pourquoi n'avez-vous rien dit pendant votre procès ?» demanda Sarah. « Parce que je comprenais ce qu'elle avait fait pour moi. K ne menaçait pas seulement mon emploi, il avait constitué tout un dossier de fausses accusations, falsifié des preuves, entraîné des témoins. Ma mère avait découvert tout cela avant moi, elle avait vu la destruction venir et avait agi pour me protéger. » Ryan fixa directement sa mère du regard. « J'aurais dû être plus fort, j'aurais dû confronter K, exposer ouvertement ses manipulations avant que tout n'explose à ce point. » Amanda Stevens se leva pour l'interrogatoire récapitulatif. « Monsieur Thompson, tentez-vous de vous incriminer pour un meurtre que vous n'avez pas commis ? » Je dis simplement que mes actions, ou plutôt mon inaction, ont contribué à cette tragédie. Si j'avais été plus courageux, plus direct, ma mère ne se serait jamais retrouvée dans cette situation. Le sang de K est aussi sur mes mains. Objection, intervint Sarah. Le témoin s'auto-incrimine. Objection maintenue, répondit le juge, et le jury fera abstraction de cette dernière déclaration de M. Thompson. Ryan se pencha en avant, la voix alourdie par une émotion contenue. Mesdames et messieurs du jury, je ne suis pas ici pour justifier un meurtre, mais pour montrer que les circonstances ayant conduit à la mort de Thomas K ont été créées par de nombreuses personnes, moi y compris. Ma mère n'est pas une tueuse de sang-froid. C'est une femme qui s'est retrouvée acculée, tentant de protéger son fils d'une destruction calculée et inévitable. Sur le banc du jury, Patricia Martinez, mère de 3 enfants, essuya discrètement ses yeux après le témoignage de Ryan. À côté d'elle, Michael Miller, cadre d'une 40aine d'années, griffonnait intensément sur son carnet, hochant la tête par moments en signe de compréhension. L'atmosphère dans la salle d'audience avait subtilement changé. Là où régnait jadis le jugement, une empathie silencieuse s'était installée. Pendant la pause, les jurés se rassemblèrent dans la salle désignée, respectant le décorum officiel, bien que leurs expressions et gestes trahissaient l'impact des révélations. Susan O'Brien, une enseignante retraitée, fut la première à rompre ce silence protocolaire. « Avez-vous vu ses yeux quand son fils parlait ? Ce regard, c'est le même que j'ai adressé à mon fils lorsqu'il traversait une période difficile. Les preuves contre K sont troublantes, » commenta James Wilson, comptable, ajustant ses lunettes. Un prédateur calculateur, usant de sa position pour menacer et manipuler, et ce dossier qu'il a constitué. Il détruisait méthodiquement la vie d'un homme innocent. Une jurée plus jeune, Sarah Peterson, qui avait d'abord semblé la plus sceptique, montra alors des signes de changement. « Nous ne sommes pas ici pour juger si K méritait de mourir, » déclara-t-elle avec hésitation, mais quand je pense à quelqu'un qui menace de détruire ma famille par des mensonges, l'immense désespoir qu'une mère doit ressentir.
De retour dans la salle d'audience, les jurés observaient Maggie d'un œil nouveau, elle conservait une dignité sereine, et désormais, ils voyaient au-delà de l'accusé, ils voyaient une éducatrice dévouée, une mère protectrice, une femme qui avait accompli l'impensable non par malveillance, mais par un amour dévastateur. Robert Greene, père de 2 adolescentes, se perdit un instant à observer les mains de Maggie, des mains qui corrigeaient des copies depuis des décennies, qui taillaient les rosiers, et qui, dans un moment de désespoir, avaient saisi une arme létale. Il pensa à ses propres filles, se demandant ce qu'il ferait pour les protéger. Lors du témoignage suivant, un expert en psychologie criminelle expliqua les notions de crime passionnel et de nécessité, mais les jurés étaient déjà au-delà des définitions juridiques, observant l'échange silencieux entre mère et fils, les regards partagés, l'inquiétude mutuelle, le poids du sacrifice qu'ils portaient ensemble. Maria Gonzalez, jurée numéro 8, se déplaça sur sa chaise, observant Maggie avec une attention nouvelle, alors que les plaidoiries finales résonnaient encore en elle. Elle ne pouvait détourner son attention d'un petit geste, Maggie ajustant le col de son fils. Ce n'était ni un geste répété, ni une stratégie pour susciter la sympathie, mais un réflexe instinctif, le fruit de décennies de soins maternels, un geste simple et pourtant chargé de sens. C'était comme si, dans ce minuscule mouvement, tout l'amour, la protection et l'inquiétude de Maggie se matérialisaient. Maria regarda autour d'elle dans la salle d'audience, où d'autres jurés semblaient absorbés par leurs pensées, mais pour elle, ce détail avait cristallisé quelque chose d'essentiel à propos de Maggie. Cette femme, devant eux, n'était pas une criminelle ordinaire, elle n'était pas animée par la cupidité ou la colère, mais par l'amour inconditionnel d'une mère prête à franchir toutes les limites pour protéger son fils. « Je connais cet amour », pensa-t-elle, celui qui ne demande pas d'explication, qui ne se soucie pas des conséquences, mais qui agit parce qu'il se doit d'agir, parce que c'est la seule chose à faire. Elle se souvint de sa propre mère, une femme forte qui, même dans les circonstances les plus désespérées, trouvait toujours le moyen de démontrer son affection. Maria pouvait presque sentir la caresse de sa mère, lissant ses cheveux avant une représentation scolaire, ou essuyant rapidement une tache sur ses vêtements avec un chiffon humide. Ces instants restaient gravés, même lorsque les mots s'effaçaient. En voyant Maggie redresser sa posture dans le box des accusés, Maria sentit en elle un changement irréversible. Il y avait désormais une clarté impossible à ignorer. Maggie n'avait agi ni par malveillance, ni pour nuire, mais par amour. Même si ses actions avaient franchi les limites de la loi, nul ne pouvait nier l'humanité qui imprégnait chacune de ses décisions. Sarah Wells se leva alors pour présenter ses conclusions finales, balayant du regard chacun des membres du jury avant de commencer. Mesdames et messieurs, l'affaire que nous examinons aujourd'hui transcende les définitions habituelles de crime et de punition. Nous ne jugeons pas simplement un acte de violence, mais un acte d'amour poussé à l'extrême. Elle marcha jusqu'à se tenir aux côtés de Maggie, qui gardait les mains croisées sur ses genoux, le visage serein malgré la tension ambiante. Margaret Thompson a consacré toute sa vie à l'éducation, formant des esprits jeunes et inculquant des valeurs morales pendant 30 ans. Elle enseignait à ses élèves ce qui était bien ou mal. Puis, en une seule nuit, elle fut forcée de choisir entre ses convictions morales et la protection de son fils. Les preuves sont claires, Thomas K. n'était pas une menace abstraite, il avait méticuleusement élaboré un plan pour détruire Ryan Thompson, falsifiant des documents, manipulant des témoignages, fabriquant des accusations, tissant une toile de mensonges destinée à démanteler non seulement la carrière d'un homme innocent, mais toute sa vie. Sarah Wells se tourna alors vers le jury. Imaginez la désespérance d'une mère découvrant que son fils est sur le point d'être anéanti par des mensonges calculés. Imaginez le poids de cette révélation sur les épaules d'une femme qui a dédié sa vie à enseigner la vérité. Margaret Thompson ne cherchait pas la violence. La violence l'a trouvée, sous la forme d'un prédateur menaçant tout ce qu'elle aimait le plus. L'État soutient qu'il existait d'autres voies, d'autres alternatives légales, mais K avait déjà démontré sa capacité à manipuler le système. Ses victimes précédentes, réduites au silence par la peur et la honte, témoignent de son pouvoir destructeur. Margaret Thompson avait vu l'avenir qui attendait son fils, un futur fait d'accusations impossibles à réfuter, de doutes qui ne disparaîtraient jamais. Se tournant vers le jury, sa voix trahissait une émotion contenue. Je ne vous demande pas d'ignorer la loi, mais de voir la vérité dans sa globalité. Une mère, confrontée à la destruction imminente de son fils, a agi non par préméditation malveillante, mais par la détresse primordiale de la protection maternelle. Elle n'a pas recherché cette confrontation, elle y a été contrainte par un système incapable de protéger son enfant. Margaret Thompson a avoué de son plein gré, a préservé les preuves de son acte, et a accepté les conséquences pour sauver son fils.
Chacune de ces actions, avant et après cette nuit fatidique, démontre non pas le comportement d'une criminelle, mais celui d'une mère ayant accompli l'impensable lorsque toutes les autres options avaient été épuisées. Dans la salle de délibération, 12 personnes portaient le fardeau d'une décision qui allait à jamais changer la vie de Maggie Thompson. Patricia Martinez, jurée numéro 3, étala ses notes sur la table centrale. Nous devons prendre en compte tous les facteurs atténuants, l'absence de casier judiciaire, 30 ans de carrière d'éducatrice, des dizaines de lettres d'anciens élèves attestant de son intégrité. Mais, c'est quand même homicide, argumenta James Wilson, juré numéro 5, ajustant ses lunettes. La loi est claire sur le fait de ôter une vie humaine, lut-il dans ses notes. Cependant, il faut considérer le facteur de menace imminente. Cain avait constitué un dossier complet de fausses accusations. Il ne s'agissait pas d'une menace abstraite. Intervint Sarah Peterson, la jurée la plus jeune, qui penchait initialement pour une condamnation maximale, apportant désormais une vision différente. Les preuves montrent que Cain était un prédateur méthodique. Il manipulait, menaçait, détruisait des vies. Les témoignages des étudiants étaient dévastateurs. Combien de carrières avait-il déjà ruinées? La question n'est pas de savoir si Cain méritait de mourir, intervint Robert Greene, un homme d'affaires d'âge moyen, mais de savoir si nous pouvons prendre en compte les circonstances extraordinaires qui ont conduit à ce résultat. Même le parquet reconnut que ce n'était pas un cas ordinaire d'homicide. Maria Gonzalez, enseignante et jurée, essuya ses larmes avant de prendre la parole. Avez-vous vu les preuves qu'elle a préservées? Elle n'a rien détruit, tout est resté intact, sachant qu'un jour elle aurait besoin de prouver la vérité. Ce comportement n'est pas celui d'une meurtrière ordinaire. Et le fils interrogea Susan O'Brien. Ryan Thompson a perdu des mois de sa vie en prison parce qu'il attendait le moment opportun pour avouer. Quel genre de tueuse de sang-froid ferait cela, en laissant son propre fils être accusé afin qu'au moment de l'aveu, elle puisse prouver chaque mot? La discussion se poursuivit pendant des heures, chaque juré apportant son point de vue, analysant les preuves matérielles, les témoignages empreints d'émotion et les rapports psychologiques. Le passé de Cain émergeait comme un facteur crucial, ses années de manipulation et d'abus de pouvoir, les vies qu'il avait détruites par de fausses accusations et des menaces voilées. Michael Miller observa, il y avait aussi une part de remords, non pas pour l'acte lui-même, elle a clairement affirmé qu'elle le referait pour protéger son fils, mais pour l'impact de ses actions, la manière dont elle s'est rendue et a accepté les conséquences. Jennifer Adams, mère de 2 adolescents et qui était restée silencieuse jusque-là, prit enfin la parole. Vous savez ce qui m'a le plus impressionné? Le jardin de roses? Même après le crime, elle continuait de s'occuper de ses fleurs, d'enseigner, de rester cette personne dévouée et attentionnée. Ce n'est pas le profil de quelqu'un consumé par la violence. Le débat se porta ensuite sur les options de peine. Le meurtre au premier degré semblait excessivement sévère au vu des circonstances. La préméditation présente dans le geste d'enfiler le manteau de son fils résultait de la désespérance et non de la malveillance. Et si nous envisagions l'homicide involontaire, suggéra Patricia. La loi reconnaît que dans des états d'émotion extrême, des actions impulsives peuvent survenir. Quoi de plus extrême qu'une mère voyant son fils voué à la destruction? Répliqua Robert. Cain lui avait imposé un choix impossible, assister à la destruction calculée de son fils ou prendre des mesures drastiques pour l'empêcher. Je ne dis pas qu'elle a fait le meilleur choix, mais je comprends pourquoi elle a agi ainsi. Après 2 heures supplémentaires de discussions intenses, un consensus commença à se dessiner. Il ne pouvait ignorer qu'une vie avait été perdue, mais il ne pouvait pas non plus fermer les yeux sur les circonstances extraordinaires ayant conduit à cette nuit fatidique. L'histoire de Maggie Thompson n'était pas seulement celle d'un crime, c'était l'histoire d'un amour maternel poussé à l'extrême, d'un choix impossible dans une situation désespérée. La salle d'audience se tut complètement lorsque, après 12 heures de délibération, Maggie Thompson resta droite dans sa chaise, les mains légèrement tremblantes sur la table. Dans la première rangée, Ryan se pencha en avant, chaque muscle tendu d'anticipation. Les membres du jury ont-ils atteint un verdict? Demanda le juge Peterson, la voix résonnant dans le silence de la salle. Patricia Martinez, porte-parole du jury, serrait une feuille entre ses mains tremblantes. Oui, votre honneur. Dans l'affaire de l'État contre Margaret Thompson, quel est le verdict du jury? Après avoir pris une profonde inspiration, elle déclara. Sur l'accusation de meurtre au premier degré, nous, le jury, déclarons l'accusé non coupable. Un murmure parcourut la salle. Quant à l'accusation d'homicide involontaire par perturbation émotionnelle extrême, nous déclarons l'accusé coupable.
Dans le silence qui suivit, le souffle retenu de Ryan se fit audible. Maggie ferma brièvement les yeux, une larme roulant sur sa joue. Sarah Wells posa une main réconfortante sur son épaule. « Le jury souhaite-t-il formuler une recommandation de peine » demanda le juge. Patricia hocha la tête, la voix désormais assurée. « Oui, votre honneur. Étant donné les circonstances extraordinaires de l'affaire, le casier exemplaire de l'accusé et sa confession volontaire, nous recommandons la peine minimale prévue par la loi. » L'ambiance dans la salle se détendit légèrement. Des journalistes se précipitèrent pour prendre des notes, des photographes activèrent leurs appareils, et le juge Peterson frappa de son maillet pour rétablir l'ordre. « Margaret Thompson, veuillez vous lever. » Maggie se leva avec dignité, le dos droit, le regard fixé sur le juge sans hésitation. « Le jury vous a déclaré coupable d'homicide involontaire. Avant de prononcer la sentence, souhaitez-vous dire quelque chose ? » Seulement que j'accepte ce verdict avec la même conviction avec laquelle j'ai assumé mon devoir de protéger mon fils, et que je referai tout cela si nécessaire, répondit Maggie d'une voix claire et ferme. Alors que le juge s'apprêtait à annoncer la sentence, Ryan, dans la première rangée, laissa éclater ses sanglots, des larmes coulant librement sur son visage. Sa mère se tourna vers lui, dans ce regard échangé, se résumait toute l'histoire d'amour, de sacrifice et de protection qui les avait menés à cet instant. Le juge Peterson ajusta ses lunettes et examina attentivement le document devant lui. La salle était d'un silence tel que l'on pouvait entendre le bourdonnement du climatiseur. « Madame Thompson, » commença-t-il, « notre tribunal se trouve face à un dilemme singulier. La loi est claire sur l'acte de ôter une vie, mais elle reconnaît également que certaines circonstances transcendent les définitions habituelles du crime et de la punition. Vous avez avoué et été reconnu coupable d'homicide, néanmoins, les circonstances ayant conduit à cet acte exigent une considération particulière. » Ryan agrippa les accoudoirs de sa chaise si fort que ses jointures blanchirent. Sarah Wells, le visage impassible mais les yeux brillants d'anticipation, écoutait attentivement. « Ce tribunal ne peut ignorer vos 30 années d'enseignement dévoué, ni les dizaines de lettres de soutien d'anciens élèves et collègues, ni votre rôle essentiel dans la communauté. Il ne peut non plus oublier que votre confession volontaire a permis de libérer un innocent, même si cet innocent était votre propre fils. » Le juge saisit un autre document. L'évaluation psychologique ne signale aucun danger pour la société, l'accusation a reconnu les circonstances exceptionnelles, et le jury recommande une certaine clémence. Il regarda directement Maggie. « La loi me permet, dans des cas exceptionnels, de prendre en compte des facteurs atténuants significatifs. » Un murmure d'anticipation parcourut la salle. En considérant tous les éléments présentés, ce tribunal condamne Margaret Thompson à 5 ans de prison, avec possibilité de libération conditionnelle après 2 ans, suivi de 3 ans de sursis supervisé. Un soupir de soulagement s'échappa de Ryan, tandis que Maggie restait immobile, seuls quelques tremblotements de lèvres trahissant son émotion. Le juge poursuivit, ajustant ses lunettes et lançant un regard contemplatif à Maggie. « Je recommande que cette peine soit purgée dans un établissement pénitentiaire de sécurité minimale, avec possibilité de travailler dans une médiathèque pénitentiaire et de participer à des programmes éducatifs. » Sa voix oscillait entre fermeté et compassion. Aucun châtiment ne saurait rendre pleinement justice à la complexité de cette affaire. Madame Thompson, vos actes constituent un crime selon la loi, mais vos motivations et votre conduite postérieure révèlent un caractère méritant une considération spéciale. Les paroles du juge flottaient dans la salle, semblables à une brise rompant un silence pesant. Maggie resta droite, les yeux fixés sur lui, absorbant chaque mot. Pendant un instant, il sembla que le temps s'arrêtait. La tension qui avait envahi la salle se mêlait désormais à un sentiment de soulagement et de réflexion. Des regards discrets s'échangèrent entre les jurés, certains hochant la tête en silence, comme pour affirmer que cette décision était la plus juste possible. Dans la première rangée, Ryan sentit une boule se former dans sa gorge, l'empêchant de respirer pleinement. Il ferma les yeux un instant, laissant résonner dans son esprit les mots « caractère méritant une considération spéciale, une validation non seulement du sacrifice de sa mère, mais aussi de l'humanité qu'elle avait su préserver face à des choix impossibles. » Il essuya une larme qui s'était échappée sans prévenir et ouvrit les yeux pour contempler sa mère, dont la posture restait ferme, bien que son regard trahisse un mélange de soulagement et d'acceptation. Le procureur, assis à sa table, se pencha légèrement, semblant hésiter à formuler une objection, puis se ravisa en constatant l'impact des mots du juge sur l'Assemblée. Ce n'était pas seulement une décision judiciaire, mais une démonstration que, parfois,
la loi se doit d'être interprétée avec un regard plus humain, prenant en compte les nuances propres à chaque cas. Maggie poussa un léger soupir, comme si la tension accumulée au cours de mois de procès s'évaporait enfin. Elle joignit les mains sur ses genoux, ressentant la fraîcheur du bois sous sa paume, et répondit d'un hochement discret au juge. « Merci, votre honneur. J'accepte la sentence en pleine conscience de ce que j'ai fait et de ce que je dois encore accomplir pour aller de l'avant. Je vous suis reconnaissante d'avoir tenu compte des circonstances. » Le juge se pencha légèrement, posant ses coudes sur le banc. « Madame Thompson, j'espère que vous profiterez des opportunités qui vous seront offertes durant l'exécution de votre peine. Ce que vous avez fait est irréversible, mais l'impact positif que vous pouvez encore avoir sur la vie des autres reste considérable. » Il marqua une pause, choisissant soigneusement ses mots. « Le tribunal estime que vous avez encore beaucoup à offrir, même dans des circonstances adverses. Que votre expérience serve d'exemple, non seulement à ce tribunal, mais à tous ceux qui vous connaissent. » La salle resta silencieuse tandis que le juge se renfonçait dans son fauteuil, signifiant la fin des formalités de l'affaire. Le coup du maillet sur le bois ramena tout le monde à la réalité. Maggie, accompagnée lentement de son avocat Sarah Wells qui lui adressait un regard de soutien silencieux, quitta la salle d'audience avec dignité. Dans le couloir menant au prochain chapitre de son existence, un rayon de lumière perça la haute et étroite fenêtre du palais de justice, baignant Maggie d'une lueur inattendue. Ce fut un rappel subtil que, même dans les ténèbres, la lumière trouve toujours un chemin. La salle de visite privative du palais avait été réservée pour un dernier moment entre Maggie et Ryan avant son transfert. Mère et fils s'assirent face à face, dans un silence chargé de non-dits, tandis que le soleil de l'après-midi filtrait à travers la fenêtre à barreaux, dessinant des ombres dansantes sur les murs gris. « 5 ans, murmura Ryan, la voix étranglée, c'est bien moins que ce que nous redoutions, maman. » Il étendit la main pour effleurer délicatement les doigts de sa mère. Et, avec une conduite exemplaire, dans 2 ans, il y aura assez de temps pour que tu réorganises le jardin. Les roses auront besoin d'être taillées au printemps, n'oublie pas, et les mensonges, ils requièrent un peu d'ombre, maman. Les larmes coulant sur son visage, Ryan intervint. Comment peux-tu penser aux fleurs à un moment pareil? Maggie serra la main de son fils. La vie continue, Ryan. Les fleurs continueront de s'épanouir, les saisons passeront, et tu dois avancer. Promets-moi que tu retourneras enseigner. Je t'ai déjà promis, répondit Ryan, la voix brisée, l'université m'a réoffert mon poste avec des excuses formelles. Il hésita, mais je ne sais pas si je peux y retourner en sachant. Tu y retourneras, affirma fermement Maggie, parce que tu es un excellent enseignant, parce que tes élèves ont besoin de toi, et parce que nous ne pouvons pas laisser qu'un triompher, même maintenant. D'un geste instinctif, elle se redressa dans sa chaise, reprenant sa posture d'enseignante. La vie se résume à des choix, mon fils. J'ai fait les miens, maintenant c'est à ton tour de faire les tiens. Un garde frappa à la porte, signalant que le temps était écoulé. Ryan se leva brusquement, contourna la table pour étreindre sa mère. Maggie l'enlaça, comme lorsqu'il était enfant, sentant son corps trembler sous des sanglots refoulés. « Pardonne-moi, maman », murmura-t-il contre ses cheveux, de ne pas avoir été assez fort pour éviter que cela n'arrive. « Il n'y a rien à pardonner, » répondit-elle doucement en retenant son visage entre ses mains, « tu es mon fils, mon unique fils. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait par amour, et je referai tout cela sans hésiter. Je te rendrai visite chaque semaine. Je t'apporterai des photos du jardin, des nouvelles de tes anciens élèves, et je veux tout savoir, promit-il. Maggie esquissa un sourire en ajustant le col de sa chemise. Alors, tes cours? Tes élèves? Et cette fille de la bibliothèque? Tu crois que je n'ai pas remarqué ton intérêt? Ryan rougit légèrement, laissant échapper un rire larmoyant. Comment sais-tu toujours tout, maman? Parce que je suis ta mère, répondit-elle simplement, c'est mon travail de savoir. Le garde frappa de nouveau. Allez, Ryan. Elle serra son visage une dernière fois entre ses mains. Vis heureux, c'est tout ce que j'ai toujours voulu pour toi. Lorsque la porte se referma derrière Ryan, son écho résonna dans la salle de visite comme le dernier coup d'une cloche lointaine. Maggie resta immobile, les yeux rivés sur la porte par laquelle il venait de sortir, comme si elle voulait prolonger l'instant, graver chaque seconde de cet adieu dans sa mémoire. Sa main restait encore tendue sur la table froide où elle avait tenu Ryan quelques instants auparavant. Ce n'est qu'une fois le silence retombé qu'elle laissa échapper une unique larme, tiède contre la fraîcheur de sa joue. 5 ans, pensa-t-elle en relevant la tête et en poussant un profond soupir,
5 ans, c'est le temps nécessaire pour que tant de choses se transforment, pour que mon jardin refleurisse. Chaque rose, chaque lys renaîtra sous tes soins, comme autrefois. Elle s'imagina Ryan, à genoux dans le sol meuble du jardin, les mains tachées de terre, comme elle le faisait jadis. Cette vision lui fit esquisser un sourire doux, un sourire chargé d'un espoir presque palpable. Son regard se tourna vers la fenêtre étroite, par laquelle un éclat de ciel bleu se laissait entrevoir, tel un aperçu du monde extérieur. Le soleil de l'après-midi filtrait à travers les barreaux, dessinant de délicates ombres qui se déplaçaient lentement sur le sol. Maggie laissa son esprit vagabonder, imaginant un futur où ces barreaux ne seraient plus une barrière entre elle et son fils, un futur où elle pourrait à nouveau se promener dans son jardin, respirer le parfum des fleurs fraîchement écloses et entendre les rires de Ryan résonner dans la cour. Mais ce n'était pas seulement le jardin qui refleurirait durant ces 5 années. Maggie savait que le temps serait aussi un allié pour Ryan, l'aidant à reconstruire sa vie, à consolider ses rêves et à atteindre le bonheur qu'elle avait tant cherché à protéger. Elle pensa à CLA, à la promesse d'un mariage qui l'attendait une fois sa peine achevée. Elle s'imagina la cérémonie, les visages souriants de Ryan et de CLA, les rires et la musique emplissant l'air, et, au centre de tout cela, elle, tenant leurs mains avec la même fierté qu'elle avait toujours ressentie pour son fils. Maggie ferma les yeux un instant, laissant se mêler souvenirs et espoir dans son esprit. Son cœur, lourd du prix qu'elle avait payé, débordait d'une tranquillité inattendue. Même dans l'enceinte d'une prison, l'amour restait une force capable de transcender les barrières physiques, tel un ruisseau souterrain nourrissant silencieusement tout ce qui l'entourait. La porte de la salle de visite s'ouvrit de nouveau et un garde vint l'escorter vers sa cellule. Maggie avança lentement dans les couloirs étroits et froids du palais de justice, ses pas calmes mais résolus. Les murs lui semblaient moins oppressants à présent, car dans son esprit, elle gardait l'image de Ryan souriant, CLA à ses côtés, un futur rempli de possibilités. 5 ans, pensa-t-elle, ce ne sera pas simplement une peine, mais une période de transformation et de croissance pour nous deux. Arrivée dans sa cellule, Maggie s'assit sur le lit étroit et regarda par la fenêtre. Les ombres des barreaux se projetaient sur le sol, mais elle ne s'y attardait pas, elle se concentrait sur la lumière qui filtrait entre les barreaux, les rayons dorés caressant ses mains. L'amour, murmura-t-elle pour elle-même, est plus fort que toutes les barrières. Et sur ces mots, elle ferma les yeux, se laissant aller à imaginer la vie qui l'attendait de l'autre côté. La nouvelle de la condamnation de Maggie Thompson se répandit rapidement dans le milieu universitaire. Le campus, autrefois déchiré par la tragédie, s'unifia dans une vague de réflexion collective. D'anciens élèves de Maggie organisèrent une veillée dans les jardins de l'université, allumant des bougies parmi les fleurs qu'elle avait tant aimées. Emily Parker, l'étudiante qui avait d'abord révélé les preuves contre K, fonda un groupe de soutien pour les étudiants victimes de harcèlement. Le courage de Madame Thompson a ouvert des portes qui étaient restées fermées pendant des années, déclara-t-elle lors d'une réunion, et d'autres victimes trouvent enfin la force de raconter leur histoire. Dans le salon de la faculté, l'affaire provoqua des changements structurels. L'université mit en place de nouveaux protocoles de signalement et de protection, afin qu'aucun autre prédateur ne puisse exploiter le système contre ses victimes. L'héritage destructeur de Cain était en train d'être démantelé, révélant un réseau de manipulation s'étendant sur de nombreuses années. Ryan observa ces changements avec un mélange de fierté et de tristesse. Ses premiers cours après son retour furent marqués par un soutien silencieux mais profond. Une tasse de café laissée sur son bureau, une rose déposée sur sa porte, des mots bienveillants murmurés dans les couloirs. Le jardin de Maggie devint un symbole involontaire. Voisins et anciens élèves prirent chacun leur tour soin de lui, veillant à ce que les fleurs continuent de s'épanouir en son absence. « C'est le minimum que nous puissions faire », expliqua une voisine âgée en arrosant les rosiers qu'elle chérissait, car elle protégeait non seulement son enfant, mais aussi toutes les futures victimes que Cain aurait pu atteindre. La communauté juridique fut également marquée. L'affaire Thompson devint un point de référence dans les discussions sur la justice réparatrice et les circonstances atténuantes. Sarah Wells reçut des invitations pour donner des conférences dans des écoles de droit, où l'histoire de Maggie suscita de vifs débats sur les limites entre justice et moralité. Peut-être l'impact le plus profond fut-il sur les familles. Les récits de Maggie Thompson se racontèrent lors de dîners en famille, de réunions de quartier et dans les conseils d'école, incitant chacun à prêter attention aux signes et aux nuances dans le comportement de leurs enfants. Ces histoires n'étaient pas seulement des mises en garde, mais aussi des sources d'inspiration. Maggie, malgré tout, était devenue le symbole de la force et de l'amour inconditionnel.
Dans un salon baigné par la lumière chaleureuse d'une lampe ancienne, Maria Lopez, mère de 2 adolescents, s'assit auprès de sa fille aînée, Isabella, récemment revenue d'une manifestation contre l'intimidation à l'école. « Tu sais, » commença Maria d'une voix hésitante, « quand j'ai entendu l'histoire de cette femme, de cette mère, quelque chose a changé en moi. » Elle prit les mains de sa fille, sentant la texture des callosités acquises lors des après-midi d'entraînement pour le championnat de volley-ball. « J'ai compris qu'avec les meilleures intentions, nous échouons parfois à protéger ceux que nous aimons le plus. Je veux que tu saches que je serai toujours là pour t'écouter, même quand c'est difficile, même quand c'est inconfortable. Dis-moi tout, d'accord ?» Isabella resta silencieuse quelques instants, son regard fixé sur celui de sa mère. « Merci, maman, » répondit-elle d'une voix basse, chargée d'émotion, « il y a tant de choses que j'ai toujours voulu te dire, mais je ne savais pas si tu comprendrais. » La conversation s'étira sur des heures, Maria écoutant attentivement des détails qu'elle n'aurait jamais imaginés au sujet de la routine de sa fille, des défis à l'école, de la pression de se conformer. C'était comme si un canal de communication s'était soudainement ouvert entre elles. À côté, Roré Martinez, père célibataire d'un garçon de 10 ans, était assis sur le sol du salon avec son fils Miguel. Le petit tenait une figurine d'action et expliquait comment il avait protégé un camarade victime d'intimidation. « Je l'ai défendu, c'était mon ami », raconta Miguel, les yeux brillants de fierté. Roré sourit, mais son ton se fit sérieux lorsqu'il ajouta « Tu as fait ce qu'il fallait, mon fils. Et si jamais quelque chose te tracasse ou si tu as besoin d'aide, souviens-toi que tu peux toujours me parler, quoi qu'il arrive. Je suis ton père, et, tout comme cette mère dont nous avons entendu parler, je ferai tout pour te protéger. » Ces moments de connexion se répandirent dans toute la communauté. Des groupes de soutien émergèrent dans les établissements scolaires, animés par des enseignants inspirés par le courage de Maggie. Par exemple, l'enseignante Anna Mendes organisa des cercles de discussion réunissant parents et élèves. Sa salle, d'ordinaire silencieuse, se remplit bientôt de voix autrefois timorées. « Je n'ai jamais su comment aborder certains sujets avec ma mère », admit Clara, une élève timide de 14 ans, en serrant la main de sa mère. « Je ne savais pas comment demander, de peur d'être intrusive », répondit sa mère. Ce cercle devint un espace où chacun pouvait s'exprimer librement, sans crainte de jugement. Au-delà de ces échanges intimes, le sacrifice de Maggie entraîna aussi des changements concrets. Les conseillers scolaires commencèrent à organiser des ateliers de formation pour parents, abordant des thèmes tels que la communication ouverte et la reconnaissance des signes d'abus. À la bibliothèque municipale, une section spéciale fut créée, regroupant des ouvrages sur l'amour maternel, la résilience et la justice sociale, accompagnée d'une discrète plaque portant l'inscription « En mémoire du sacrifice pour un avenir meilleur ». À mesure que les familles se mettaient à réfléchir et à évoluer, une compréhension universelle émergea. L'instinct de protéger ceux que nous aimons est le fil qui nous unit tous, en tant qu'êtres humains. Maggie Thompson n'était pas seulement une mère, elle était le reflet de ce que beaucoup d'entre nous seraient prêts à faire lorsqu'ils se trouvent dans des situations extrêmes. Ces actions ont contraint les gens à affronter des problématiques qu'ils évitaient depuis longtemps, laissant ainsi germer les graines d'une nouvelle empathie dans un sol autrefois stérile. Chaque dimanche à 10h du matin, Ryan Thompson franchissait les grilles de la maison d'arrêt pour femmes. 6 mois s'étaient écoulés depuis sa condamnation, et sa routine dominicale était aussi précise qu'une horloge. Il emportait toujours avec lui une mallette contenant des photos du jardin sur lequel travaillaient ses élèves, ainsi que des nouvelles dont il savait qu'elles intéresseraient sa mère. Maggie avait, de son côté, établi sa propre routine en prison. Elle travaillait à la bibliothèque en organisant les livres et en aidant occasionnellement d'autres détenus dans leurs études élémentaires. Son uniforme orange était toujours impeccablement propre, et elle conservait la même coiffure soignée qu'à l'époque où elle enseignait. « Les roses blanches ont fleuri cette semaine », déclara Ryan en faisant glisser une photographie sur la table des visiteurs. « Exactement comme tu l'avais prédit », répondit Maggie en souriant, effleurant la photo du bout des doigts, ses yeux s'illuminant à la vue de son jardin si chèrement entretenu. « Et comment se passent les cours ?» demanda-t-elle, adoptant naturellement l'allure d'une pédagogue. La bibliothèque de la prison était devenue son nouveau domaine, où elle continuait d'exercer sa vocation, aidant désormais les détenus à obtenir leur diplôme. « Je suis retourné à l'enseignement à plein temps », répondit Ryan. En voyant l'orgueil illuminer les yeux de sa mère, il ajouta « Les élèves ont été incroyables, maman, si compréhensifs, si solidaires. » Il fit une pause en sortant d'autres feuilles de sa mallette. « J'ai apporté quelque chose pour toi à voir. » C'était une pétition des élèves demandant que l'université baptise la nouvelle politique de lutte contre le harcèlement en l'honneur de Maggie Thompson.
Les mains de Maggie tremblaient légèrement en parcourant le document. Ils comprennent, dit-elle doucement, ils comprennent que parfois il faut lutter contre le système pour le changer. Les visites hebdomadaires étaient devenues un rituel de guérison pour eux deux. Ryan partageait ses petites victoires, un élève surmontant ses difficultés, une nouvelle méthode pédagogique qui fonctionnait, le jardin qui s'épanouissait sous de nouvelles couleurs. Maggie, à son tour, évoquait le livre qu'elle avait mis en place pour aider les femmes à étudier, ces petites manières qu'elle avait découvertes pour faire une différence, même derrière les barreaux. J'ai rencontré quelqu'un, avoua Ryan lors d'une visite, rougissant légèrement. C'est elle, la bibliothécaire dont je t'avais parlé. Maggie esquissa ce sourire maternel, celui qui semblait tout connaître avant même que les secrets ne soient dévoilés. Elle m'a été d'une grande aide ces derniers mois, en organisant des lectures pour des enfants défavorisés. Elle viendra dimanche prochain. Ses yeux brillaient d'un mélange de curiosité et de joie sincère, elle inclina légèrement la tête, comme pour s'imprégner de chaque détail de ce qui la rendait heureuse. Je veux rencontrer la dame qui redonne le sourire à mon fils, dit-elle. La douce lumière du matin filtrait à travers les fenêtres à barreaux, projetant une lueur dorée qui se reflétait sur ses cheveux grisonnants. Même ici, séparée du monde par des murs et une surveillance constante, Maggie restait avant tout une mère. Son amour et son inquiétude pour son fils transcendaient toutes les barrières. Ryan esquissa un sourire timide, ses joues légèrement rosées. Il tripota l'ourlet de sa chemise, comme il le faisait lorsqu'il était enfant, une habitude que Maggie reconnaissait aussitôt. « CLA a tant parlé de toi », confessa-t-il, la voix chargée de tendresse. « Elle est nerveuse, tu sais. Elle veut faire bonne impression, choisissant ses mots avec soin et réfléchissant à ce qu'elle portera. Je pense qu'elle te respecte plus qu'elle ne me respecte. » Il rit, et malgré cette légèreté, une nuance d'admiration transparaissait dans sa voix. Si CLA s'inquiète de faire bonne impression, c'est parce qu'elle fait partie de ces femmes exceptionnelles qui y tiennent vraiment. Toi, Ryan, tu as toujours eu une force tranquille et un cœur sincère, et c'est tout ce que je pouvais espérer chez celle qui a choisi de marcher à tes côtés. Ryan se pencha en avant sur la table étroite de la salle de visite, ses coudes posés sur le métal froid. J'espère juste qu'elle verra en toi ce que je vois, maman, dit-il, la voix se brisant légèrement. Je veux qu'elle comprenne la force que tu possèdes, tout ce que tu as fait pour moi et ce que tu continues de faire, même d'ici. Maggie plongea son regard dans celui de son fils, son expression s'adoucissant d'un amour immense qui semblait emplir toute la pièce. « Ah, Ryan !» commença-t-elle en tendant la main pour saisir la sienne, « ce que je suis est simple, une mère, simplement une mère prête à tout pour son fils. Et si CLA est la femme que tu décris, alors elle comprend déjà, même sans me connaître, qu'elle voit en toi tout ce que je vois, et cela me suffit. » De l'autre côté de la salle, le murmure étouffé des conversations entre détenus et visiteurs formait une douce symphonie, mais Maggie et Ryan semblaient évoluer dans leur propre univers, un monde où seuls eux existaient, où le temps se ralentissait pour leur permettre de savourer cet instant. « Je me souviens, » déclara soudain Maggie, la voix chargée de nostalgie, « de la fois où tu as ramené ta première petite amie à la maison. Comment s'appelait-elle déjà ? Anna, n'est-ce pas ? Tu étais tellement nerveux qu'elle a renversé son jus sur la table de la salle à manger. Elle a ri doucement, un rire empreint de nostalgie, et toi, pour l'impressionner, tu avais juré de tout nettoyer toi-même, mais tu as fini par empirer le désordre. » Ryan laissa échapper un rire franc, le premier véritablement insouciant depuis longtemps. « Anna, confirma-t-il en secouant la tête. « Maman, elle n'a jamais eu aucune chance avec toi. Tu savais dès le début que ça n'allait pas marcher. Je le savais, car tu ne souriais pas comme tu souris maintenant. » Maggie répondit, d'une voix douce mais ferme. « Avec CLA, tu as cette lumière dans les yeux que je n'avais pas vue depuis des années. C'est comme si quelque chose s'était rallumé en toi. Voilà ce dont je parlais, Ryan, c'est bien ce que je vois. » À cet instant, le gardien à proximité racla doucement sa gorge, rappel subtil que l'heure des visites touchait à sa fin. Ryan regarda sa montre au poignet et soupira. « On dirait toujours que le temps file quand nous sommes ici, maman. Mais je te promets que dimanche prochain, j'emmènerai CLA. Elle est impatiente de te rencontrer aussi. » « Je t'attendrai, » répondit Maggie avec un sourire rassurant, « et dis-lui de ne pas se faire de soucis pour faire bonne impression. Le simple fait qu'elle te rende heureux est tout ce qui compte pour moi. » Elle serra fermement sa main, comme pour transmettre toute sa confiance et son amour en un seul geste, tandis que Ryan se préparait à prendre congé. Maggie l'observait, notant chaque détail, la façon dont il ajustait le col de sa chemise, le geste de repasser ses doigts dans ses cheveux lorsqu'il était nerveux, autant de petites manies qui, même dans ces circonstances difficiles,
portait en elle la promesse d'un avenir meilleur, un futur où les barreaux ne seraient plus une barrière, où le bonheur de son fils deviendrait aussi le sien. Lorsque Ryan s'éloigna, jetant un dernier regard à sa mère avant de quitter la salle, Maggie resta assise, le sourire toujours gravé sur le visage. Le bonheur de Ryan, bien que encore en chantier, était comme un rayon de soleil perçant les nuages de la prison. Et même ici, au milieu des ombres, elle savait que l'amour avait cette capacité de croître, d'illuminer et de transformer tout ce qui l'entourait. Un an s'était écoulé. Dans la bibliothèque de la prison, Maggie avait mis sur pied un programme d'alphabétisation qu'elle avait elle-même conçu. Ses élèves, des femmes n'ayant jamais eu l'opportunité d'étudier, découvraient désormais le pouvoir des mots, guidés patiemment par Maggie. Cet espace, autrefois silencieux et délaissé, vibrait désormais de l'énergie de l'apprentissage. Madame Thompson appelait Maria, une détenue de 40 ans qui, à son arrivée, peinait même à écrire son nom. « J'ai réussi à lire un livre entier toute seule », lui confiait-elle, les yeux brillants de la fierté que Maggie avait vue dans tant d'élèves au cours de sa carrière. Pendant ce temps, dehors, certains barreaux ne pouvaient contenir le pouvoir de l'éducation. Ryan s'épanouissait dans son propre cheminement de reconstruction. Ses cours d'éducation physique avaient subi une transformation. Outre les exercices traditionnels, il intégrait désormais des discussions sur le respect, le consentement et l'importance de défendre ce qui est juste. Ses élèves ne voyaient en lui ni seulement un enseignant, ni seulement un éducateur, mais bel et bien un exemple de résilience. CLA, la bibliothécaire, était devenue une présence constante dans sa vie. Ensemble, ils avaient créé un programme de sensibilisation universitaire axé sur la prévention du harcèlement et l'autonomisation par l'éducation. Inspiré par l'histoire de Maggie, ce projet avait déjà touché des dizaines d'établissements scolaires de la région. En prison, Maggie avait transformé un petit coin de la cour en un jardin communautaire. Les fleurs nous rappellent qu'il existe encore de la beauté dans le monde, expliquait-elle aux autres détenus, leur enseignant à cultiver non seulement des plantes, mais aussi l'espoir. Le projet rencontra un tel succès que l'administration pénitentiaire élargit l'espace, permettant à encore plus de détenus d'y participer. Ryan veillait scrupuleusement à ce que le jardin familial reste impeccable, suivant fidèlement les instructions détaillées que sa mère lui transmettait dans ses lettres. Chaque fleur qui s'épanouissait était photographiée et partagée lors de leurs visites hebdomadaires. Le jardin était devenu le symbole d'une vie qui se perpétue malgré l'adversité. « Je suis fier de toi », dit Maggie lors d'une visite, en regardant des photos de son fils recevant un prix d'excellence en enseignement. Ryan avait été reconnu pour avoir transformé la culture du campus. « Tu n'as pas seulement survécu, tu fais une réelle différence. » Les deux vies avaient trouvé de nouveaux rythmes, de nouveaux objectifs. Maggie découvrit qu'en prison, elle pouvait continuer à exercer sa vocation d'enseignante. Ses cours à la bibliothèque devinrent légendaires, au point qu'une liste d'attente se formait parmi les détenues désireuses d'apprendre. L'administration remarqua d'ailleurs une baisse significative des violences parmi celles qui participaient à ces programmes. Ryan, quant à lui, trouva la force de transformer ces traumatismes en actions positives. Avec CLA, il prévoyait de créer un centre de soutien pour les victimes de harcèlement institutionnel, baptisé du nom du projet Maggie Thompson, l'éducation comme libération. Lorsqu'il parla du projet à sa mère, il vit des larmes de fierté briller dans ses yeux. « Regarde, tout a un sens », dit-elle en tenant la main de son fils à travers la table de visite. Ce qui s'est passé était terrible, mais vois combien de bien en est issu. Elle fit une pause, souriant doucement. « Et c'est une nouvelle bague au doigt de CLA ?» Ryan rougit, détournant brièvement le regard, puis un sourire timide se dessina sur ses lèvres. « J'allais justement te le dire aujourd'hui. Nous allons nous marier dès que tu sortiras d'ici. CLA a tenu à attendre pour que tu puisses être présente, ajouta-t-il en levant les yeux pour croiser le regard de sa mère, cherchant son approbation, bien qu'il sût pertinemment qu'elle ne désapprouverait jamais ce qui le rendait heureux. Maggie, qui avait depuis longtemps appris à dissimuler ses émotions derrière une façade calme, ne put retenir la vague de joie qui illumina son visage à cet instant. Ses doigts se crispèrent autour de ceux de son fils et, l'espace d'un instant, elle eut l'impression que le monde s'allégeait, comme si les murs gris et froids de la salle de visite disparaissaient. « Oh, mon chéri », dit-elle, la voix étranglée par une boule d'émotion, « tu ne sais pas combien cela me rend heureuse. » Elle cligna des yeux pour retenir les larmes qui menaçaient de couler, sans pouvoir empêcher qu'une ne s'échappe et roule doucement sur sa joue. Ryan observa l'émotion de sa mère, son cœur se réchauffant à la vue de tant de bonheur sincère. « CLA tenait à ce que tu sois la première à le savoir », poursuivit-il en se penchant légèrement sur la table pour réduire la distance entre eux.
Elle a dit qu'il ne pourrait y avoir de mariage sans toi, maman. Elle souhaite que tu marches avec nous à l'église, une fois que tout sera réglé. Maggie laissa échapper un petit rire chargé d'émotion. Cette fille est un véritable trésor, dit-elle en secouant la tête, un sourire illuminant son visage. Dis-lui que c'est un privilège, un cadeau, et que je compterai les jours jusqu'à ce que cela se réalise enfin. Ryan hocha la tête en souriant largement. Tu seras tellement heureuse de l'entendre. Puis, il sortit une petite enveloppe de la poche de son manteau et la posa sur la table entre eux. Elle m'a demandé de te montrer ceci. C'est une esquisse de la robe qu'elle est en train de créer. Elle souhaite que tu la voies avant que quiconque d'autre. Maggie prit l'enveloppe avec soin, comme si elle renfermait un trésor précieux. En l'ouvrant et en retirant délicatement le fin morceau de papier, elle découvrit l'esquisse délicate d'une robe de mariée, simple mais élégante. La signature de CLA était discrètement apposée dans le coin inférieur, et Maggie sentit une nouvelle vague d'émotion l'envahir alors qu'elle caressait l'image du bout des doigts. « C'est magnifique », murmura-t-elle, ses yeux s'attardant sur les détails du dessin, si délicat, si plein d'amour. Elle regarda Ryan, la gratitude brillant dans ses yeux. « Dis-lui que j'ai adoré. Dis-lui que j'ai hâte de la voir la porter, resplendissante, le jour le plus important de vos vies à tous les deux. » Maggie prit une profonde inspiration, remit le papier dans l'enveloppe et le serra contre elle comme un trésor. « Vous avez de la chance de vous être trouvés. Ne laissez rien au monde vous en séparer, ajouta-t-elle. Ryan sourit en se penchant pour effleurer doucement la main de sa mère. « Nous ne laisserons rien entacher ce bonheur, maman, je te le promets. Et je ferai tout pour que ce jour soit parfait, afin que tu puisses être à mes côtés. » Il fit une pause, balayant du regard la pièce, avant d'ajouter d'une voix plus basse. « Ce sera notre moment, un moment pour tout laisser derrière nous et célébrer un nouveau départ. » La salle de visite était silencieuse, à l'exception du bruit étouffé des pas et des murmures lointains. Maggie regardait les murs gris qui les entouraient, mais en cet instant, elle ne ressentait pas le poids de la prison. Elle percevait plutôt la promesse d'un avenir où elle se tiendrait aux côtés de son fils et de la femme qu'il aimait, célébrant la vie et l'amour pour lesquels il s'était battu contre vent et marée. Et avec conviction, je te promets que je serai là, et quand ce jour viendra, je t'accompagnerai jusqu'à l'autel avec la même fierté que celle que j'ai ressentie le jour de ta naissance, ajouta Ryan, les yeux brillants d'émotion. Je ne pouvais rien espérer de mieux, maman. Merci pour tout, pour n'avoir jamais abandonné, dit-il doucement alors que le gardien annonçait la fin de la visite. Maggie et Ryan restèrent alors, mains jointes, laissant leurs émotions silencieuses tout exprimer, prouvant que même séparés par des barreaux et des circonstances, l'amour qui les unissait surmontait toutes les barrières. À la veille de compléter sa première année en prison, Maggie Thompson était assise dans sa cellule, regardant la lune à travers la fenêtre à barreaux. Dans ses mains, elle tenait la dernière lettre de Ryan, annonçant qu'il allait devenir père. La nouvelle qu'elle allait bientôt devenir grand-mère fit déferler en elle une vague de réflexion sur la nature cyclique de l'amour maternel. Dans son journal, cadeau de Ryan pour son anniversaire, elle écrivit « L'amour d'une mère est une force qui transcende la morale conventionnelle, défiant les lois des hommes pour obéir à une loi plus ancienne et plus profonde, la protection inconditionnelle de nos enfants. Je ne regrette pas ce que j'ai fait, même si je porte le poids de mes actes. Cam m'a pris bien des choses, ma liberté, mes jardins, mes jours ensoleillés, mais il n'a pu m'enlever ce qui comptait le plus, l'intégrité de mon fils, son avenir, sa chance au bonheur. » Les pages du journal, écrites d'une main d'enseignante précise, rappelaient que la violence engendre la violence, et que la justice ne peut se fonder sur un acte de vengeance. Peut-être avait-il raison, mais il y a des moments où l'amour nous oblige à faire des choix impossibles, des instants où il nous faut sacrifier notre âme pour sauver ceux que nous aimons. Une larme tomba sur le papier tandis qu'elle poursuivait. « Je serai bientôt grand-mère. Mon petit-fils ou ma petite-fille naîtra dans un monde, je l'espère, un peu meilleur, grâce aux changements engendrés par notre histoire. Ryan me dit que le programme de lutte contre le harcèlement a déjà aidé des dizaines de personnes, afin que d'autres mères n'aient pas à faire les mêmes choix que moi. » Le clair de lune peignait de douces ombres dans sa cellule, dansant sur les murs de béton froid et illuminant les contours de Maggie Thompson, tandis qu'elle tenait son journal aux mains tremblantes, comme si chaque mot portait le poids de son âme. Son écriture, si méticuleuse comme lorsqu'elle corrigeait des dissertations, semblait vibrer sous la lueur argentée. Ses yeux, embués mais rivés sur la page, exprimaient à la fois sérénité et tristesse, une acceptation calme de ce qu'elle avait fait et des conséquences qu'elle devait désormais porter. « L'amour d'une mère », murmura-t-elle, s'arrêtant pour laisser résonner l'écho de ses propres mots dans le silence de sa cellule. Sa voix n'était qu'un chuchotement,
Mais dans cet espace vide, elle résonnait tel un mantra. C'est un paradoxe, répéta-t-elle d'un ton plus bas, comme pour sonder le poids de ses mots, puis détourna le regard vers la petite fenêtre à barreaux, où la pleine lune planait, silencieuse témoin de son reflet. Le ciel était dégagé, parsemé d'étoiles qui semblaient briller encore plus intensément en contraste avec l'obscurité environnante. Elle avait toujours aimé ces nuits-là. Autrefois, elle s'asseyait dans son jardin, une tasse de thé entre les mains, écoutant le doux murmure du vent parmi les roses. Aujourd'hui, sa réalité se limitait à un espace confiné, entouré de murs qui absorbaient toute lumière, mais même là, elle trouvait de la beauté dans les rayons de lune qui s'insinuaient à travers les barreaux. Elle prit une profonde inspiration, laissant l'air froid et stérile remplir ses poumons. L'odeur particulière de la prison, un mélange de métal, de produits de nettoyage bon marché et de quelque chose qu'elle ne pouvait décrire qu'en évoquant un temps figé, lui sembla moins oppressante cette nuit-là. Ses yeux se tournèrent lentement vers la fenêtre à barreaux, par laquelle se dessinait un mince PAN de ciel étoilé. La lumière de la lune s'insinuait timidement, jetant une lueur argentée sur le sol en béton et se reflétant sur les barreaux de fer. Maggie se concentra sur ce mince PAN de ciel, comme si elle pouvait voir au-delà, vers un monde où les frontières physiques n'existaient pas et où la liberté était bien plus qu'un concept. En cet instant, elle ressentit une forme de sérénité. La lune solitaire brillait au-dessus de tout, rappelant silencieusement que même dans l'obscurité, la beauté persistait, et cela suffisait à lui donner la force d'affronter une nouvelle nuit. La pleine lune était suspendue haut dans le ciel, inondant la cellule d'une douce lueur mélancolique. Maggie observait les rayons qui filtraient à travers les barreaux, dessinant des ombres sur le sol usé, créant une mosaïque de lumière et d'obscurité qui semblait refléter son propre cheminement. L'espace exigu autour d'elle s'effaçait un instant, remplacé par le souvenir des nuits passées dans son jardin, où les fleurs captaient cette même radiance lunaire et se transformaient en un spectacle de couleurs douces et vibrantes. Il était difficile d'imaginer qu'en dehors de ces murs, le monde continuait de tourner, des fleurs s'épanouissaient, des enfants couraient dans les parcs, et derrière des fenêtres illuminées, la vie suivait son cours. Pendant un court instant, Maggie ferma les yeux et se permit d'imaginer ce que faisait Ryan en ce moment précis. Peut-être était-il dans son salon, examinant les plans du jardin pour la prochaine saison, comme il le faisait si souvent avant que tout ne change, ou bien lisait-il une histoire à Cla, sa compagne, une tasse de thé oubliée à ses côtés. Il y avait quelque chose de réconfortant dans cette vision, la simplicité d'une vie qui continue, portant la promesse d'un avenir renouvelé. Ce qui réchauffait le plus son cœur, c'était d'imaginer Ryan préparant l'arrivée du bébé. Elle pouvait presque voir son expression lorsqu'il montait le berceau dans la pièce qui était autrefois son bureau, ses mains précises ajustant chaque pièce, tandis que Cla regardait en souriant de sa solennité exagérée. Cette image lui apportait la paix, lui rappelant que le sacrifice qu'elle avait consenti avait porté ses fruits. Son enfant était en sécurité, libre, et bâtissait une nouvelle vie, pleine d'espoir et de possibilités. En fixant la lune, Maggie commença à apercevoir, au loin, la conversation de deux détenus dans le couloir. Leur voix, bien que étouffée, portait une familiarité qui rendait cet endroit, d'une certaine manière, plus humain, plus solidaire. Ce n'était pas si différent des nuits d'université, lorsqu'elle corrigeait des copies et entendait résonner dans les couloirs l'écho des voix de la jeunesse. La différence, c'est qu'aujourd'hui ces voix appartenaient à des femmes, comme elle, portant de lourdes histoires et des cicatrices indélébiles. Elle se réajusta dans son lit étroit, tirant sur la mince couverture pour se recouvrir. L'odeur du tissu, lavé avec des produits bon marché, lui provoqua un bref inconfort, mais Maggie ne se laissa pas envahir par cette sensation. Elle détourna plutôt ses pensées vers la promesse qu'elle s'était faite en entrant ici, saisir chaque opportunité d'enseigner, de transformer, d'une certaine manière, de s'épanouir, tout comme le jardin qu'elle avait imaginé et que Ryan entretenait désormais. Maggie croyait fermement que chacun portait en lui le potentiel de grandir et de se renouveler, même dans les conditions les plus difficiles. Chaque lettre de Ryan, chaque mot de soutien et d'affection qu'il écrivait lui rappelait que le sacrifice consenti avait porté ses fruits. Ryan s'épanouissait en retrouvant son bonheur, en reconstruisant sa vie, et cela lui redonnait la force d'avancer. Doucement, Maggie rouvrit les yeux, contemplant les barreaux illuminés par le clair de lune. Même là, où tant ne voyait que l'obscurité, elle sentait vibrer en elle une étincelle de vie. L'amour qu'elle partageait avec son fils dépassait toutes les contraintes physiques, il était éternel, semblable à ce cycle inébranlable qu'est la vie. Ainsi, malgré tout, Maggie savait que la véritable liberté ne résidait pas seulement dans l'espace physique, mais dans la capacité à donner du sens, à trouver un but même dans les situations les plus adverses. Chaque lettre reçue de Ryan, chaque mot d'affection qu'il lui adressait,
lui témoignait que son sacrifice avait porté ses fruits. Elle rouvrit lentement les yeux, fixant les barreaux baignants dans la lumière lunaire. Même là, dans ce lieu où beaucoup ne voyaient que ténèbres, Maggie ressentait en elle une pulsation de vie. L'amour qu'elle partageait avec son fils était plus fort que n'importe quelle contrainte physique, il était éternel, tout comme le cycle inébranlable de la vie. D'un dernier soupir, elle ferma les yeux, laissant la sérénité de l'instant envahir chaque recoin de son esprit. Le bruit lointain des pas dans les couloirs se dissipa, ne laissant place qu'au rythme lent et maîtrisé de sa respiration. Même dans le silence glacial de sa cellule, Maggie percevait la chaleur d'une force qui transcendait ses circonstances, la certitude que la vie continuait, qu'elle faisait partie d'un cycle plus grand, impossible à contenir derrière des barreaux ou des murs de béton. Dans son esprit, elle imagina Ryan, comme s'il peignait une scène dans son imagination. Il se trouvait dans le jardin de la maison, pendant des années, elle avait cultivé ses fleurs, le soleil caressant ses cheveux, un doux sourire aux lèvres alors qu'il s'occupait des roses. Elle pouvait presque sentir le parfum des pétales mêlé à l'odeur de la terre humide et entendre, au loin, le chant des oiseaux. C'était le monde qu'elle avait aidé à préserver pour lui, et c'est en lui qu'elle trouvait sa paix. Malgré les limites de sa réalité, Maggie savait que la véritable liberté ne se mesurait pas seulement en mètres carrés, mais dans la capacité à créer du sens et à trouver un but, même dans les conditions les plus difficiles. Chaque mot, chaque lettre de Ryan lui rappelait que son sacrifice avait porté ses fruits, et cela la renforçait. Lentement, Maggie rouvrit les yeux et fixa les barreaux illuminés par la lune. Là où d'autres ne voyaient que l'obscurité, elle percevait une étincelle de vie. L'amour qu'elle partageait avec son fils était plus grand que tout confinement physique, il était éternel, à l'image du cycle inébranlable de la vie. Cette nuit-là, alors que le clair de lune s'estompait derrière des nuages passagers, Maggie se permit de murmurer à sa cellule vide. « Tu vas être un père excellent, Ryan, et je serai là, attendant de te voir grandir encore davantage. » Ces mots, destinés à elle-même, semblaient pourtant s'envoler, portés par l'écho du vide, comme si l'univers veillait à ce que Ryan, où qu'il soit, les ressente. D'un dernier soupir, elle ferma les yeux, laissant la sérénité de l'instant emplir son esprit. Le bruit lointain des pas dans les couloirs se fondait dans le silence, ne laissant place qu'à sa respiration mesurée. Même dans le calme glacial de sa cellule, Maggie ressentait la chaleur de quelque chose de plus grand, la certitude que la vie continuait, qu'elle faisait partie d'un cycle infini, impossible à confiner derrière des barreaux ou des murs de béton. Dans son imagination, elle visualisait Ryan dans le jardin de la maison où elle avait fait fleurir ses roses, le soleil caressant ses cheveux, un sourire doux sur les lèvres tandis qu'il prenait soin des fleurs. Elle pouvait presque sentir le parfum des pétales mêlé à l'odeur de la terre humide et entendre le chant lointain des oiseaux. C'était le monde qu'elle avait contribué à préserver pour lui, et c'est en lui qu'elle retrouvait sa paix. Malgré toutes les contraintes de sa vie, Maggie savait que la véritable liberté résidait dans la capacité de créer du sens, de trouver un but, même dans l'adversité la plus extrême. Chaque lettre de Ryan, chaque mot d'affection, lui rappelait que son sacrifice avait porté ses fruits, et cela lui donnait la force d'avancer. Enfin, Maggie rouvrit lentement les yeux, contemplant les barreaux baignés par le clair de lune. Là où beaucoup ne voyaient que l'obscurité, elle sentait une pulsation de vie en elle. L'amour qu'elle partageait avec son fils dépassait toutes les limites physiques, il était éternel, tout comme le cycle inébranlable de la vie.